Moi, je crois que j'ai envie d'action. Je vis pour l'action. Et c'est en ce sens que, peu importe pourquoi, tant que t'es dans l'action, je pense que je suis épanoui. Ton sujet perso, il est très lié au destin de la boîte. Si la boîte marche, je serai un bon entrepreneur. Si la boîte plante, j'ai beau avoir fait des beaux trucs, je serai un bon entrepreneur. Et j'ai mixé cette petite connaissance financière, ce petit feeling entrepreneuriat qui me plaisait bien pour dire ok, hop, j'y vais. C'est comme ça que j'ai créé Multiplacement pour à mon niveau essayer de faire bouger les choses. Ta mission, c'est d'évangéliser l'investissement. Rendre cet univers un peu opaque, pas très sexy, plus accessible, plus frais, plus simple, c'est mon défi. Et ça fait 7 ans et c'est un bon défi. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Beaucoup d'enthousiasme, un nouvel invité, mais surtout dire qu'on est en direct de Lyon. Exactement, c'est vraiment important. Pourquoi sommes-nous à Lyon, cher Thomas ? Raconte-moi tout. Eh ben, parce que Gad Elmaleh était... Parce qu'il y avait Gad et on a fait une pierre deux coups. Exactement, non, et parce que surtout que la boîte que j'ai fondée est basée à Lyon, donc t'es dans nos locaux, je suis super content de te recevoir et merci pour l'invite. Bah écoute, avec grand plaisir. De toute manière, on est en vidéo, j'imagine que tout le monde voit, il y a du côté vert. Je ne sais pas si on va pouvoir en parler. Raconte-moi aujourd'hui quelle est la thématique MPP. What is it ? Alors... Wow, t'es déjà blasé de pitcher ta boîte, mec. Non, pas du tout. Donc, mon petit placement, comme son nom l'indique, c'est accompagner des petits épargnants, mais pas que, des gens qui sont néophytes en investissement, des gens qui prennent pas le temps ou qui se sentent pas concernés par le sujet de l'épargne, de les prendre par la main et de les faire passer de ce statut franco-français d'épargnant qui laisse son argent dormir sur un livret A à son compte courant à ce statut d'investisseur ou wannabe investisseur, tu vois, de dire ok, maintenant je fais travailler un peu mon patrimoine. À quelle fin, tu vas me dire ? Ben, dans une volonté de gagner un peu en indépendance, de gagner un peu en liberté, de si je veux me faire une année sabbatique, si je veux mieux préparer ma retraite, si je veux faire un projet entrepreneurial. Okay. Moi, je pense que l'épargne peut être un sujet d'émancipation, tu vois, grâce à ça. Est-ce que tu estimes que ta mission, c'est d'évangéliser l'investissement ? Ouais, de nous, démocratiser ça ? Ouais, exactement. On utilise beaucoup le mot de démocratiser. Moi, je dis pas de politique. Ce que j'aime bien, c'est la notion d'accessibilité. Tu vois, rendre cet univers un peu opaque, pas très sexy, plus accessible, plus frais, plus simple, c'est mon défi. Et ça fait 7 ans et c'est un bon défi. Ouais. Ben on va reparler un petit peu du parcours. J'ai juste envie d'avoir, si on peut faire un petit état des lieux. Ouais. Vous êtes combien ? Et en fait, même avant ça, j'aimerais savoir, pour toi, MPP, je peux dire MPP ou... Ouais, tu peux dire MPP. C'est mon petit placement pour ceux qui... Non, bah, j'espère qu'ils ont compris. Bon, tu sais quoi, je vais bien redire mon petit placement à chaque fois, sinon non. Je vais voir ton œil frétiller, là. Non, tout simplement, à qui ça s'adresse ? C'est qui, en fait, les gens que vous ciblez réellement ? Peut-être c'est pas les first movers, mais ceux que t'aimerais réellement servir dedans. Ouais. Le cœur de cible, en tout cas ceux qui me font vibrer dès que je vois un retour, c'est... des CSP souvent intermédiaires, tu vois, 30-45 ans, donc assez large, un peu plus âgés que ce qu'on avait au début, des infirmières, des profs, des militaires, tu vois, qui n'ont pas forcément un gros patrimoine, sont un peu trop âgés, donc ils sont plus à potentiel dans les banques. Ils n'ont pas 100 000 euros de patrimoine, donc ils ne sont pas considérés en gestion privée. Je veux dire, personne ne les couvre, personne ne les adresse, ces gens-là. En tout cas, ils ne se sentent pas considérés. Okay. Tu vois, et avoir le retour d'un client qui met juste 3 000 euros, mais qui se fait bien accompagner, où tu sens qu'on prend du temps pour lui, qu'on lui fournit les bons outils, et dire putain merci, je me sens considéré, je sens que mes 3 000 euros, ça peut valoir quelque chose. Ça, c'est vraiment le genre de personne pour lequel j'ai créé Multiplacement. Fais-nous un petit peu les stats. En tout cas, ce que tu peux nous dire. Ah, si, moi je suis très... Ok, bon, combien de CA le mois dernier Allez, raconte. Nous, alors je commence par le CA, mais ou le nombre de users. On est sur une trend de entre 200 et 250 000 euros de revenus mensuels. Sachant que dans notre modèle, on pourra revenir un petit peu sur... j'allais te demander, c'est une com en fait à chaque en gros, nous, notre rémunération, elle est basée sur 2 choses. Le gros de notre rémunération, c'est une commission de performance. C'est-à-dire qu'on prend un pourcentage des gains de nos clients. Ce qui est du coup une partie très volatile et variable, surtout dans le contexte des marchés qu'on connaît, et une partie plutôt fixe, récurrente, qui est payée par les fonds chez qui on place l'argent de nos clients en tant qu'apporteurs d'affaires. Ok, d'accord. Et donc il n'y a pas de frais sur donc vous prenez des coms des deux côtés, quoi. Ouais, exactement. Mais du coup, côté client, lui, il a l'impression de payer que la commission de performance de Multiplacement. Le reste est transparent. Et il n'a pas de frais sur les flux. C'est-à-dire que quand tu verses de l'argent, quand tu fermes ton compte, quand tu déplaces de l'argent, tu n'as pas du tout de frais.
c'est que des frais sur ta commission de performance côté client. Bah attends, tu vas nous faire la pédagogie parce que justement, je pense que toute boîte qui marche répond à une vraie problématique et un besoin auquel les gens sont prêts à payer. Ouais. Donc on va revenir là-dessus. Mais là, tu me disais, bon, je vais faire un petit spoiler déjà. Je crois qu'il y a 1 an, tu as dû te séparer de 30% de tes effectifs, Ouais, c'est ça. Tu as enchaîné une levée de fonds et un accouchement, donc on va en parler. Alors l'accouchement, c'est pas moi, mais... Pas toi, mais bon, tout ça en l'espace de 3 jours, il me semble. Donc c'est assez dingue pour les personnes qui veulent écouter un petit peu une aventure entrepreneuriale avec beaucoup de rebondissements. Mais combien de salariés vous avez Pour donner un peu quelques grosses stats. Donc aujourd'hui, il y a 50 salariés chez Multiplacement. On a 25 000 clients qui ont ouvert un compte et qui placent de l'argent. On a une communauté de 200 000 personnes qui suivent, qui sont sur le mode démo, tu vois, qui ne sont pas encore clients. Communauté sur quoi Majoritairement, communauté Multiplacement, c'est-à-dire abonnés à la newsletter sur l'app, mais qui ne sont pas en mode payant. Mais ok, c'est pas des abos, les réseaux, etc. Non, c'est hors réseau. Ok. Voilà, on gère 170 millions à l'heure où on se parle, donc on devrait finir l'année à peu près à 200 millions placés chez Multiplacement. Ce qui, et je le précise, peut être vu pour des néophytes comme énorme, mais dans l'industrie, tu vois, si moi je veux avoir de l'impact et je veux changer le monde, il faudrait qu'on parle plutôt en milliards qu'en centaines de millions, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc ça c'est notre gros stat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En 7 ans, tu peux me faire juste l'évolution, même sur les 170 millions, où tu m'as dit 25 000 clients. Ouais, c'est ça. C'est quoi les paliers ? Ouais, grosse maille. Donc 2017-2020, 3 premières années. 0. Rien. Parce que ça, on y reviendra. Parce que vous avez pris 3 ans pour construire le produit. On va en parler. Ensuite, pour te faire rapidement... Ensuite, Covid, plaisir. Année 2020, donc année de lancement Covid, on fait à peu près 1500 clients la première année, 4 millions sous gestion. Après, on fait une grosse année 2021, tu vois, on finit à peu près à 10 000 clients et 30 millions sous gestion. Ok. Fin 2022, on finit de l'ordre de... C'est toujours le même panier moyen ? Excuse-moi, j'ai un peu du mal à faire les maths là. Mais... Le panier moyen à la souscription, à l'ouverture de compte est le même, de l'ordre de 2500 €. Mais là où c'est difficile de faire les maths, c'est que 90% de nos clients remettent chaque mois. C'est des cohortes un peu au final, comme un SaaS, quoi. Mais ils remettent 200 € par mois. Donc en fait, en fonction de si tes clients viennent en janvier ou en décembre, effectivement, ton panier moyen, nous on regarde les paniers moyens du coup par cohorte, effectivement à 12 mois, 24 mois, 36 mois, tu vois, et on est de l'ordre de 4 000, 6 000, 7 500. Grosso modo. Donc on arrive bien à faire augmenter les paniers moyens parce que, là on rentre déjà en technique, mais c'est un métier où tu as peu de churn. Tu as peu de churn parce que tu es sur des horizons assez longs. Alors attends. On va vulgariser ou on va franciser. Qu'est-ce que le churn ? Attends, j'avais eu ça avec 6 mots de folk. C'est alors la rétention, donc c'est gardé, mais c'est quoi l'inverse ? C'est des gens qui ferment les contrats. Comment on le dit en français ? On a peu de fermeture de compte. C'est un mot, c'est une expression longue. Bon, c'est dire qu'en gros, des gens arrêtent leur abonnement ou leur service. Exactement. Donc, dans notre cas, c'est ils récupèrent leur argent. Ils ferment leur compte et récupèrent ce qu'ils ont mis chez nous. Et donc, en fait, nous, on a peu de personnes qui récupèrent leur argent parce que souvent, c'est de l'investissement un peu long terme. Et en plus, on a des gens qui remettent chaque mois parce qu'ils veulent épargner régulièrement. Tu vois. Donc, l'un dans l'autre fait qu'effectivement, en termes de panier moyen, ça a grossi assez massivement. Donc, pour revenir... 1500, 4 millions sous gestion. Ouais, 10 000, 30 millions. Ok. Grosso modo. Ensuite, 15 000, 70 millions. Ok. Année... donc, j'allais dire 3 postes produits, mais année 6, quoi. Ouais. Ok. Et donc, attends, on a fait 2020, 2021, 2022, 2023, donc 4e année. Là, on finit l'année dernière, tu vois, environ 20 000 clients et 120 millions d'encours. Ok. Ah ouais, quand même, ok. Ouais, en fait, t'as un bon effet exponentiel. Ouais, il y a un petit gap de 70 à 120. Ouais, parce qu'à partir du moment où t'as 18 000 ou 20 000 clients qui remettent chaque mois, tu as un effet boule de neige. Là, tu vois, en ce moment, donc on va finir l'année à peu près à 28 000 clients, et je te dis à peu près 200 millions, donc encore plus 80 millions, parce que là, chaque mois, on a entre 3 et 4 millions qui tombent sans rien faire de collecte. Donc à peu près 50 millions annuels là, qui tombent. Là, c'est du variable. Donc là, c'est les versements, les prélèvements automatiques que nos clients mettent chaque mois. Quand tu dis... C'est pas du chiffre d'affaires. Non, ok. C'est bon, j'ai compris. C'est qu'en gros, eux, ils disent tous les mois, je veux remettre tant. Exactement, je mets 100 €. Ok, d'accord. On a beaucoup parlé de stats, mais toi, en tant que CEO, c'est quoi la stat, en fait ? C'est quoi la stat métrique de succès pour vous ? Moi, la grosse stat que je regarde, c'est le pourcentage de nos clients qui n'avaient jamais investi avant Multiplacement. C'est-à-dire, aujourd'hui,
Nous, on a 60% de 25 000 clients qui avaient que un livret A. Ok. Et grâce à mon petit placement, ils ont franchi le pas. Tu vois. Et ce que j'aimerais un jour, c'est avoir une base. Parce qu'aller chercher les gens qui sont initiés, c'est un peu plus facile. Alors, il y a plus de concurrence dans le marché, mais les mecs sont C'est déjà un pas petit eux peu que avertis. tu veux servir en Ouais. plus à la base. Mais en termes de transfo, mes équipes marketing a dit ils sont plus avertis, donc c'est plus facile. Tu vois, Ouais. c'est là- Mais Les sales y préfèrent. ouais, exactement. Mais moi, ce pourquoi j'ai créé la boîte, c'est d'essayer d'avoir 1 million d'utilisateurs et 80% qui n'avaient jamais investi avant nous. Et du coup, tu dis, OK, mon petit placement est venu, et s'il n'y a pas mon petit placement, le marché, enfin, le comportement des Français ne sera pas pareil. Ça, c'est vraiment ce que j'adorerais. Tu fais une boîte, tu fais une fintech, une boîte financière à mission sociale? Non, enfin, en tout cas, on se vend pas du tout comme ça, tu vois. Je trouve que c'est toujours un peu... Je vais pas cutter, hein. un peu- non, mais on se vend pas comme ça. Moi, je pense que ce que j'ai dans les tripes, c'est que je pense qu'il y a une... Alors, le mot inégalité, il est fort, mais en tout cas, il y a une dichotomie entre les gens qui ont soit un gros patrimoine, soit qui sont très initiés, et le reste des Français. Mhm. Et notre job, c'est d'essayer de donner un petit peu des armes et des outils à ceux qui sont un peu délaissés, tu vois. Alors, est-ce que c'est de l'impact? Oui, tu vois, de toute façon, tout entrepreneur de notre génération veut donner du sens. Donc oui, mais en tout cas, on n'est pas... on se vend pas comme ça. Même si la mission, j'espère que tu me rejoins sur le fait qu'elle est noble et que je pense Plus qu'elle est noble, c'est que j'ai encore une fois l'impression, regarde, même dans la métrique que tu me dis qui t'intéresse, d'ailleurs j'imagine juste cette métrique, c'est un documentaire. Oh là là, je suis North Star fatigué. Non, juste un questionnaire pardon, qu'ils remplissent au début pour savoir s'ils ont déjà investi ou pas, c'est ça? exactement. En fait, pour faire un conseil, on doit savoir s'il est connaisseur, pas connaisseur, s'il Ok. a de l'expérience ou pas. Et donc, on a cette information dans ce questionnaire. Mais c'est pas du CA. Quand je dis c'est pas du CA, Ah oui. c'est que toi, ce qui t'intéresse, c'est une personne physique, non pas le panier, et te dire que ces personnes-là sont réellement des personnes que tu as pu servir, que personne d'autre n'aurait adressé. Ouais. Mais parce que j'ai une logique en me disant... Ça te fait chier qu'il y ait de l'impact sur ce que je dis. Non. Mais parce que moi, je veux pas tomber dans du bullshit ou des trucs Non, comme ça. Tu vois. bien sûr. Bah, sinon, Je suis un entrepreneur. J'ai commencé à travailler à New York en finance et tout. Tu vois, donc, je veux pas jouer un rôle qui pourrait sonner T'as faux. pas créé une asso. J'ai pas créé une asso et j'ai pas de prétention. Moi, je pense que les deux sont corrélés. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir 100 000 clients qui avaient jamais investi et qui investissent grâce à nous, j'aurai un impact. Et si j'ai 100 000 clients, j'aurai plusieurs centaines de millions, voire des milliards. Et donc, j'aurai financièrement un impact aussi perso pour moi. Tu vois. Donc, je pense Ok. que tout est corrélé. Et bien sûr, c'est dans les moments très compliqués, tu te rattaches à l'impact en disant, en fait, même si ta boîte est en difficulté, même À si la c'est mission, dur, quoi. et ben en fait, ouais, ta mission, tu te bats pour ça, donc tu t'en fous des chiffres. Et parfois, quand ça va mieux, bah, tu regardes plus les stats et tu te dis, bah, tant mieux, j'ai de l'impact et en plus, j'ai des stats qui augmentent. Quoi. Bon, la question à 1 million. Est-ce que t'es riche, cher Thomas? Et non, malheureusement, Ça parle de 170 millions, mais aux grandes dames de ma il n'y a femme. pas encore des qui- millions qui sur le misent- compte, là. Non, écoute, moi, je pense que comme tout entrepreneur, je suis riche d'une expérience de dingue. T'investis sur toi-même, tu vois. Enfin, j'ai longtemps été dans la comparaison avec mes potes d'école ou Bien sûr. de banque, et je me suis rendu compte que, je sais pas, ça fait 7 ans, j'ai eu 3-4 ans où j'étais vraiment loin derrière en termes de salaire. Tu vois, eux parlaient déjà première invest IMO, et là, je sens que ça fait 1 ou 2 ans que c'est comme une courbe en gîte. J'étais en bas, et là, je commence à réaccélérer beaucoup plus fort en termes pas forcément de salaire, mais de réseau, de D'épanouissement, savoir, d'épanouissement, d'expérience. Donc ouais, je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, tu vas me dire, c'est encore bullshit, mais Non, je pense que c'est vraiment une richesse qui... C'est mon plus grand filet de sécurité. J'aurais beau avoir 500 000 euros sur un compte, ça se dépense vite, 500 000 euros. Là, c'est cette année, je pense que ça me donne une garantie pour ma vie future en termes de retrouver un job, de m'épanouir, de faire des choses qui me plaisent, où j'ai de l'impact. C'est beaucoup plus rassurant. c'est de l'investissement. Tes expériences sont de l'investissement qui va payer plus tard. Je t'emmerde en fait là-dessus et je le dis, désolé pour la grossièreté, parce que je sais que l'entrepreneuriat c'est aussi émotionnel. Je sais qu'il y en a qui vont chercher de l'argent, mais souvent ils vont chercher plus. Et c'est ça que j'essayais de déceler, mais t'inquiète, à la fin d'une heure d'interview, on va bien faire un tour dans ta tête, on va mieux comprendre. On revient un petit peu à la base, donc ça a été une belle intro pour que les gens sachent de quoi on va parler aujourd'hui. J'aimerais savoir... ton parcours. En gros, d'où est venue cette idée de MPP et de mon petit placement? Ah, j'ai envie de me mettre une claque. Et surtout, même, à quel moment tu as entendu parler d'entrepreneuriat dans ta vie? Alors, je commence par la deuxième question parce qu'elle Mhm. elle va m'aider. En gros, donc moi, mon parcours,
J'ai fait une classe prépa, une école d'ingé. Et j'étais président du bureau des élèves de mon école d'ingénieur. Et mon cousin a monté une boîte qui s'appelait Switch à l'époque. Je sais pas si tu connais. Switch. Ouais, je lui fais de la pub. Elle n'existe plus, mais Ouais, c'est un mix entre Tinder et Le Bon Coin. Tu vois, donc je prends ton micro en photo et je vais pouvoir faire du troc avec d'autres objets qui vont. Ah, ça me parle. Ok, donc c'est du troc. C'est du C'est troc. marketplace de troc. Exactement. Ok. Et en fait, tu swipes et si les deux matchs, tu peux envoyer un message pour C'est échanger cool. l'objet. Ok. Moi, je Ah, n'étais pas sur Tinder. Donc, c'est pour c'était, ça. c'était en 2013. Et en gros, il m'avait dit est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais faire un concours avec tous les BDE de France. On avait un partenariat avec le slip français, tu vois, et chaque BDE avait un slip pour démarrer. Il fallait échanger à l'intérieur des écoles pour essayer d'avoir plus de trucs. Bref. Et donc, je l'ai aidé à faire organiser ce concours. Et du coup, je suis rentré dans la boîte. Et c'est comme ça, par intermédiaire de ce cousin, que j'ai découvert un peu T'étais l'entrepreneuriat. étudiant là? J'étais étudiant. Ouais. Donc, En école, c'est ça? j'étais en école, première Dans année. un BDE. Ouais, première année post-prépa. Ok. Et donc, je suis rentré, j'ai pris des parts dans une boîte, tu vois, un peu malgré moi, mais je suis très content parce que du coup, ça m'a mis un pied à l'entrepreneuriat. Et suite à ça, j'ai fait mon année de césure, après 2 ans d'école d'ingé, mon année de césure à New York, en banque d'investissement, où là, j'ai découvert un monde de ce qu'on appelle l'asset management, donc la gestion financière. Gestion des actifs. Ouais. Exactement, la gestion des actifs, merci. Et en l'occurrence, moi, je travaillais pour des investisseurs professionnels, donc notamment des fonds de pension, et ils nous demandaient de gérer leurs fonds pour essayer de les faire fructifier. Tu bossais pour qui là-bas? Je travaillais pour Natixis Ah, ok. America, donc Ok. une banque française. tu Ouais, vois. c'est français, hein. Ouais. Natixis, c'est BPCE, je crois. Exactement, c'est une Ok. filiale de groupe BPCE. Et Il a pas des connaissances financières? J'ai fait un petit master en finance jadis. Oui. Et donc, tu vois, comment j'y suis arrivé à mon petit placement, tu commences à avoir un peu les signaux, quoi. Une petite expérience perso. Ouais. Je t'interromps, excuse-moi, mais juste avant ta césure, quand tu as eu cette expérience avec ton cousin, il y a le mot entrepreneuriat qui est dans ta tête? Ou tu te dis juste je fais ça, mais en fait je sais pas que c'est ça l'entrepreneuriat? Au moment où je le fais, je fais vraiment pour moi, c'est un projet. Enfin, tu vois, moi j'avais 3 ans de prépa, après 3 ans de prépa, quand tu rentres en école, tu as envie un peu de décompresser ouais, et tout. bien Et sûr. donc ça rentrait très bien dedans. C'était mon side project. Donc au début, pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est super intéressant. En plus, le truc était médiatisé, il y avait des partenaires assez intéressants, tu vois. Donc je découvre. Mais à partir du moment où je rentre dans la boîte, où on faisait des réunions avec les différentes personnes, là, je commence à découvrir le bon entrepreneuriat. Sachant que, je t'en ai pas parlé, mais d'un point de vue perso, du côté de ma mère, je viens d'une famille, mes oncles et grands-oncles et grandes-tantes sont une grande famille d'entrepreneurs lyonnais, dans la soierie lyonnaise. Ok. Et C'est quoi la soirée? La soie? la soie. Ok. Mais en fait, ils utilisaient la soie. Ils ont fait, tu vois, le nez du Concorde. Le nez du Ouais, Concorde? c'est fait avec des fils de soie. Tu vois. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. La robe de mage de la reine Elisabeth II, par exemple, c'est fait Putain, avec c'est ça. ok. Donc Les c'est- badges, tu sais, dans les stades de foot en haut. Là, Ouais, je vois très bien. Donc ça aussi, donc c'est des différents frères de ma grand-mère, tu vois. Et donc, mais ça, je m'en suis rendu compte assez tard. C'est C'est ouf. que c'était un petit peu éloigné de moi, mais quand même, ça m'a mis dans mon inconscient, je pense, une graine d'entrepreneuriat. Tu vois. Ouais, de dire que tu peux faire des choses Exactement. par toi-même. Et que y a des belles success stories dans la famille où on en reparle, tu sais, tel oncle qui a bien marché. Donc je pense que j'avais un petit peu un terreau fertile, tu vois. Hmm. Et qui, par cette première expérience avec Switch, par un peu mon expérience à New York, qui m'a fait réaliser qu'en fait, il y avait des produits financiers, il y avait un niveau de conseil qui était accessible à des gros investisseurs, mais qui n'était pas accessible à des particuliers comme toi et moi. Et donc, j'ai mixé cette petite connaissance financière, ce petit feeling entrepreneuriat qui me plaisait bien pour dire, OK, hop, j'y vais. Comment à mon niveau, et donc c'est comme ça que j'ai créé mon petit placement pour à mon niveau essayer de faire bouger les choses. Avant ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une limite que tu as vue dans ton épanouissement, dans ton expérience en fait en banque? Est-ce que tu vois, ça s'est pas rejoint? Ça, je t'en ai pas parlé de ça, mais c'est un bon, c'est un bon sujet. Et je veux pas trop taper dessus parce qu'ils m'ont bien aidé à Attends, étoffer mon CV Ouais, et tout. puis chaque expérience est bonne, mais c'est de l'apprentissage. Mais là où tu as tout à fait raison, si je continue mon parcours,
je fais cette année de césure aux États-Unis, je reviens, en fait ça s'est très bien passé, donc je reviens faire ma dernière année d'école d'ingé et je la fais en alternance dans cette même banque. T'étais en ingé? Ouais. Putain, je te voyais en commerce. moi, Ouais, tu mais fais c'est terrible, tout le monde Désolé. dit ça, mais C'est C'est pour tellement ça que- péjoratif. Moi, j'ai fait une école de commerce, hein, mais bon. Et c'est pour ça que tu m'as bien chauffé quand tu m'as dit parle-moi de stats. Moi je suis statisticien de formation, tu vois, donc T'as fait ici non, j'ai fait l'ENSAE Paris-Tech à Paris. Ok, école- d'accord. École de stats. Ouais, je vois. ok. Donc je suis plus à l'aise avec Il y a les une école chiffres. de stats, il me semble, à Ouais. Lyon. L'ISFA, exactement. Ouais. Il y a Central Lyon aussi. Et il y a Central Lyon, ouais. Et Tu sens que mon daron voulait que je fasse ces écoles que je n'ai pas faites. Parenthèse, dédicace papa. Et du coup, mince, putain, En gros, je te demandais justement cette limite et toi tu me disais Ah que ouais. t'es rentré de. Donc, je excuse-moi, suis sais que rentré- je t'ai perdu. non, je suis rentré faire Des cette US. année d'alternance Mhm. dans cette même banque. Et en fait, j'étais dans la même banque chez Natixis en France, Ah, ok. du coup, Mhm. mais même équipe. Parce qu'en fait, mon patron de New York était un expat qui est rentré en même temps que moi. Du coup, on a gardé la même équipe à Paris. Donc, je faisais le Trop même cool. métier. Mais j'avais 24 ans, j'étais alternant. Donc, il y avait sur mon front marqué en gros, il va faire des PowerPoint. Tu vois. Vous pouvez le staffer. Et donc, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à me lancer, c'est d'avoir fait mon expérience dans ce sens-là. Souvent, tu fais ta première expérience en France et Mhm. après à l'étranger. Et donc, du coup, tu as un peu une continuité, tu vois, une croissance. Moi, j'ai commencé par le truc super stylé et, Ouais, t'as et mis j'ai eu en une petite perspective, déception. je dis ça. Attends, Ok. Et je me suis dit, mince, j'ai goûté un petit peu à ce que ça pouvait être un épanouissement professionnel fort. Là, j'ai un petit effet en disant, mince, il va me falloir 10 ans pour monter les échelons et pour retrouver quelque chose presque d'aussi intellectuellement cool que ce que j'avais il y a un an. T'avais plus de responsabilités aux US en J'avais gros. beaucoup plus de... C'était la responsabilité, mais c'est-à-dire que en termes... J'étais en interaction directe avec les clients, avec les fonds. Ah, c'est intéressant. Aspect commercial aussi. Ouais, un peu aspect commercial et surtout le sens de ton job. C'est-à-dire que tu es derrière, tu fais tes Excel. sais pour ouais, Qui tu fais ça? tu Ouais. t'essayes de voir quels vont être les meilleurs couples rendement risque dans ces investissements et après tu lui présentes. Donc en fait, tu sais pourquoi tu le fais et peu importe la nature de la tâche que tu le fais, quand tu sais pourquoi, c'est tellement plus intéressant et tu le fais avec tellement plus de bonne volonté. Alors que quand tu es derrière ton PowerPoint et que c'est pour un reporting, pour une réunion dans laquelle tu ne seras pas, dans lequel le mec qui va présenter tes slides va les découvrir une T'as demi-heure l'impression avant. d'être une petite main dans la chaîne. Quoi. Exactement. Ok. Donc ça Ça a nourri en toi l'envie. a de faire, nourri. J'avais une école d'ingé, j'avais une bonne expérience à l'étranger. L'entrepreneuriat était à la mode et j'avais un peu cette déception en me disant voilà quoi. Autant de raisons qui ont fait que je me suis dit je vais tenter ma chance et au pire je reviendrai dans la banque. Tu vois, c'était tout tracé. On va creuser là-dessus, je suis désolé, parce qu'encore une fois, pour plein de personnes, diplôme de l'ENSAE, quand même 2 ans d'expérience chez Natixis, qui est une belle boîte, qui plus est 1 an aux US. Est-ce que t'es pas con de ne pas capitaliser là-dessus? En gros, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si t'as eu ça quand on est étudiant, qu'on sort d'école et encore quand on cherche des stages, on est un peu drivé par la peur. La peur de se dire si je prends une année de césure maintenant ou si je fais le mauvais choix de stage, ça va pas être dans la continuité pour ma carrière. Pourtant, toi, tu l'as vu comme une évidence d'aller faire l'entrepreneuriat. T'as pas Mais eu juste sur cette ça, peur? c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup de stagiaires ou de jeunes salariés qu'on apprécie énormément, ça se passe bien, ils disent non, je peux pas commencer chez vous parce qu'il faut que j'aille faire un big. Maintenant, j'ai eu une expérience en startup, je dois me faire un big et dans 3-4 ans, peut-être je pourrais revenir. Et en fait, à vouloir tout calculer, à vouloir le CV parfait, je pense que c'est dangereux. Donc, je suis tout à fait d'accord, vraiment d'accord avec ce que tu veux dire. Et moi, pourquoi j'y suis allé j'avais cette confiance en moi en me disant, en fait, ça va te faire accélérer ta carrière. Tu vois Donc, je pensais à la carrière quand même. Ouais, moi, je suis un petit peu averse au risque, même si on pourrait penser qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas le cas, mais j'essaie toujours de me baquer et de me dire, ok, qu'est-ce qui va maximiser mes chances, soit d'un point de vue épanouissement pro ou perso, tu vois. Et je trouvais que l'entrepreneuriat donnait une nouvelle corde à mon arc qui faisait que, et en plus, dans un moment où c'est très valorisé, tu vois, il y a beaucoup de bienveillance auprès des entrepreneurs, je me dis, non, moi, je pense que c'est plus valorisé que d'aller chez EY ou chez KPMG pour compléter mon parcours, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais pas du tout les... Ah, mais j'en rigole intérieurement, le les- Big Four. Oh là 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 là. Je suis désolé, hein, mais moi, quand je rentre en finance à l'EDEC et que au bout d'une semaine, je demande à ma mère de m'envoyer mon costard à Nice,
donc de Paris à Nice, parce qu'en gros, c'est Career Center, tout le monde est là à essayer de trouver son job chez JP Morgan. Moi, je suis allé voir la BPI et c'est tout. J'ai pas eu de stage à la BPI. Passons. Mais je trouve ça quand même intéressant. En tout cas, les gens qui nous écoutent, notamment si vous êtes jeunes, je crois que l'entrepreneuriat, et dis-moi si je me trompe, évidemment que tu fais des plans, mais il y a un cap très lointain où tu te dis c'est la mission que je sers, mais tu sais pas vraiment de quoi va être fait ton quotidien. Là où des stages, en général, il y en a plein hein, qui font un stage en KPMG ou bref, Big Four, pour ensuite faire un stage en M&A, pour ensuite rebasculer en IB dans une grosse banque. Tu vois, c'est des étapes. Et d'ailleurs, moi, quand je recrute ces personnes-là, et du coup, ils sont super bien formés. Donc, tu vois, je ne tape pas du tout sur ces Big Four. Et chacun ses objectifs après. Mais il y a un sujet, et c'est vrai à notre niveau, où en fait tu vises un peu sur le long terme en disant ça va payer. Et c'est vrai que ce pari, alors dans des moindres mesures, mais il est aussi à faire pour soit les stagiaires, soit les jeunes diplômés. Moi, j'ai pas mal d'exemples de personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont tenu quand on a dû faire les plans licenciement, quand on a galéré à lever, et qui maintenant ont vécu presque la même expérience que moi, tu vois, sans avoir les risques d'entrepreneuriat, mais ils ont développé des connaissances, la gestion de leurs émotions. Mais ils ne le voyaient pas lors du recrutement. Ils ne le savaient pas, ça. Ils ne le savaient pas, mais ils ont été ouverts. On a des personnes qui, au bout de 2-3 ans, sont dit le fameux « j'ai fait un cycle », tu vois, et donc du coup, je ne sais pas trop où va mon petit placement, et ils rebondissent un peu comme ça dans d'autres opportunités. Quand il y en a qui sont restés, en disant « ok, même si parfois il y a un peu de rififi, il y a de la tempête, je reste », et ils sont vraiment récompensés. En tout cas, je l'espère, mais c'est bien ce qu'on voit dans leur parcours aujourd'hui, quoi. Bon, avant de parler du fait que tu as dû te séparer de 30% de tes effectifs, avant de parler du fait que, c'est deux sujets-là que je pose, du fait que tu as dû aussi te séparer de ton associé, avec qui au final ça n'a pas matché, et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'encore une fois, pour moi l'entrepreneuriat, c'est un business d'humain, de relationnel, avant de pouvoir construire, etc. J'aimerais te poser cette putain de question. Pourquoi 3 ans pour monter un produit ? Ouais, ça, c'est une vraie question. Non, mais en vrai, dis-moi, il y a eu des problèmes avec des partenaires bancaires. Comment ça s'est passé ? Si je te refais un peu le parcours rapidement, et tu pourras zoomer sur les parties si tu veux, mais vas-y. Donc nous, chez Multiplacement, je te l'ai dit, on est là pour accompagner les Français, on est là pour faire un travail de sélection, de pédagogie, faire une app assez simple pour que tu puisses investir en quelques minutes depuis ton canapé, mais on n'est pas une banque. Donc on est un intermédiaire. Nous, on rajoute une surcouche par rapport à un établissement financier, d'experts utilisateurs, un peu comme a fait avant d'être assureur Alan, tu vois, typiquement. Avant de proposer son produit. Avant d'avoir son propre produit. Et du coup, nous, il fallait se brancher avec une institution financière pour que quand quelqu'un veut mettre 1 000 €, eh ben, il ouvre un compte dans cette banque par notre intermédiaire. Ensuite, il puisse être placé sur les marchés. Donc ça, c'était notre gros défi. Et ce qui d'ailleurs, petite incise, mais est assez rassurant pour l'utilisateur, c'est-à-dire que même si Multiplacement meurt, son argent est en sécurité parce qu'elle est dans cet établissement bancaire. Donc il a pas de risque lié à Multiplacement. Et donc, très vite, il a fallu essayer d'aller convaincre des établissements bancaires que même si tu étais tout seul ou on était deux, qu'on avait une mission, qu'on avait un projet assez ambitieux pour que ça vaille le coup pour eux d'investir 6, 8, 9 mois dans un projet, parce qu'il faut se brancher, il y a des flux financiers, il y a des sujets juridiques, des sujets marketing, des sujets offre. Sans savoir que vous allez leur ramener des clients. Exactement. Et donc ça, c'est très long, c'est très compliqué. Donc ça a été un premier sujet. Deuxième sujet, c'est que c'est, et bien heureusement, un domaine qui est très réglementé. Donc il faut les agréments, il faut monter des dossiers, il faut s'y connaître. Donc ça, c'est la deuxième raison. Même si tu n'es pas une banque. Même si tu n'es pas une banque. Mais que tu proposes via un intermédiaire un produit financier. Exactement. Rien que pour faire du conseil ou du courtage, tu dois quand même avoir des agréments qui sont plus faciles à obtenir, mais quand même. Il fallait monter une équipe, parce qu'il faut développer un site, il faut conseiller les gens, il faut faire du marketing. Et il fallait développer le site, l'application, quoi, autre que les branchements. Donc on avait un peu tous ces obstacles. Le plus gros obstacle étant que c'était ma première vraie expérience entrepreneuriale, que j'avais tout juste 25 ans, et que si je le faisais aujourd'hui, je mettrais quand même 1 an, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs, mais pas 3. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris 3 et que tu ferais que 1 aujourd'hui ? Déjà, il y a un peu d'impatience. C'est-à-dire qu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps un mail que j'ai fait à mon associé CTO. Donc, je crée la boîte en juillet 2017. Je suis tout seul au moment où je crée la boîte. Lui, au début, je le prends en presta. Et je lui envoie un mail en juillet 2017 en disant « Hello Tib, est-ce que tu me confirmes qu'en septembre 2017, dans 2 mois, le site sera bien live ?» Donc, tu vois que moi, quand tu sais que ça a duré 3 ans et que moi, je pensais qu'en septembre 2017, le truc serait live,
imagine à quel point tous les mois qui ont passé après, j'étais un peu dans la précipitation et tout. Donc ça a été la première erreur de pas voir assez macro et de vouloir aller trop vite et du coup de faire les choses de manière pas assez... En même temps, si tu savais que ça allait être Bien aussi dur, tu l'aurais pas fait. Sûr. Donc il y a ça aussi. Mais j'essaie de t'expliquer à posteriori. non, mais bien sûr. Mais tu as tout à fait raison. T'as pas vu la montagne aussi grosse qu'elle ne l'était. Exactement. Et heureusement, parce que psychologiquement, t'es mort. Bien sûr. Donc il y a ce premier point. Il y a ensuite des facteurs un peu exogènes. C'est-à-dire que nous, tu vois, donc 2017, c'est un peu l'année de... Tu commences à mettre des trucs par écrit, tu essayes de développer. 2018, c'est l'année où on arrive à convaincre un premier établissement financier. Donc là, il y a tous les comités, la comitologie du je sais pas quoi, tu vois. Et sur la deuxième partie de 2018... Ouais, c'était vraiment Natixis, ouais. trop drôle, j'ai dit au hasard. Via ton ancien boss et tout ou pas Non, parce que du coup, on est sur... Tu sais, ils ont plein de filiales. Oui, mais il n'y a pas eu de petites intros. Non, ça t'a même pas aidé. C'était assez éloigné. Ok, d'accord. Surtout qui m'a aidé, c'est que j'avais pu j'avais pu prendre en photo les organigrammes de cette filiale qui s'appelle Natixis Eurotitre. Et tu savais qui Et contacter. donc, je savais qui contacter, Ouais. ce qui aide beaucoup. Mais c'est pas du réseau. Enfin, tu vois, j'ai pas eu une intro et C'est tout. pas pour autant qu'il t'a répondu. Mais c'est quand même ouais. mon plus gros réseau à ce moment-là, c'était l'intranet Natixis, tu vois. Bah attends, et même ça, enfin, je veux le dire, et je regarde la cam, mais soyez débrouillards, quoi. Ouais. Putain, le nombre de personnes qui sont parties avec plein de documents de leur boîte. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste garder des contacts, quoi. Exactement, les contacts, c'est très précieux. Donc, du coup, bref, moi, j'étais chez Natixis America, CIB, et là, c'était Natixis Eurotitre. Et donc, on se branche sur la fin de 2018. Tu vois, les trucs avancent bien, beaucoup de projets, mais le truc devient concret. Début 2019, ça devient très concret, à tel point que moi, aux alentours de février-mars 2019, j'ouvre un premier compte test. Okay. Ce qui veut dire que tu pouvais mettre 1000 balles sur l'application et ils allaient travailler en bourse, tu vois. Okay. Donc ça veut dire que les flux marchaient. Mars 2019, sans aller trop dans le détail, mais Natixis Eurotitre se fait racheter par la maison mère BPCE Titres et j'ai un appel un jour de mon interlocuteur qui dit « Écoute Thomas, on arrête tout. » Après 1 an et demi de branchement, nous 2 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Donc il y avait le site ou pas ? Ouais, il y avait le site. Ça y est, c'était bon au moins. Ok, ouais. Il y avait le site, mais bon, t'as rien à dire. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on arrive à un moment, mars-avril 2019, on avait fait une première petite levée de fonds de 600 000 euros. J'avais il reste combien 7-8 salariés. Et j'avais des actionnaires, une femme, enfin une future femme, et tu retombes, t'es en bas, quoi. T'es à zéro, t'as plus rien. T'as juste le savoir, mais t'es incapable d'avoir un premier client dans les 6 mois, tu vois. Mm-hmm. Donc psychologiquement, Et tu y crois encore ou pas ? Oui, j'y crois. Enfin, ou en tout cas, je m'autorise pas à ne pas y croire. Il y a vraiment le truc... c'est intéressant ce que tu dis de « je ne m'autorise pas à pas y croire ». C'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a une partie de toi qui a envie de lâcher l'affaire, mais tu ne peux pas pour tous les gens qui comptent sur toi. Alors, il y a ça, il y a un peu la... Moi, je crois beaucoup à la prophétie autoréalisatrice. Okay. C'est que tu penses que ça va le faire, donc ça le fait. S'auto-convaincre, ok. Ouais, et vraiment, je pense que c'est important. Et on me dit souvent dans les équipes, ouais, mais jusqu'au jour où la pièce va tourner du mauvais côté, ouais. Mais jusqu'à maintenant, le chat finit toujours par retomber sur ses pattes, tu vois. Très bon, et donc je pense que c'est assez important. On touche du bois quand même. On touche du bois, hein, parce que si tu me ressors ça dans 2 ans... Soyons humbles un petit peu. Non, mais en tout cas, je pense que quand bien même un jour ça finit par me péter à la gueule cette philosophie, ça m'aura aidé à aller jusque-là, tu vois. Okay. D'y croire. Il y a tellement de moments où j'aurais pu baisser les bras. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que je te dis, j'avais fait cette première petite levée de fonds. Donc en fait, maintenant, je dois des comptes à un board, à des actionnaires. Donc j'ai même pas le droit de douter parce que j'ai un board tous les mois. Donc je dois montrer qu'on réagit, qu'on va essayer de trouver d'autres partenaires, qu'on se met en marche. Donc ça, c'est 2 raisons qui m'ont fait bien tenir. Et donc après, il a fallu se mettre un petit peu en ordre de marche pour dire ok, comment on va essayer de retrouver un partenaire. Alors on savait, mine de rien, l'année et demie avec ce premier nous avait bien aidé, tu vois, à dégrossir les schémas. Leurs besoins, exactement. Okay. Donc on a trouvé un autre en octobre 2019, donc il y a quand même 4-5 mois où on cherche, on a appelé des Boursorama, des mutualistes, des cheminots et tout. Enfin, tu vois, là, t'essayes, tu regardes très large. Qui signe. Donc Apicil, qui est une compagnie d'assurance lyonnaise. C'est lyonnais, ouais, mais c'est une pure coïncidence. C'est drôle parce que moi je les connais pas bien, mais je sais qu'ils bossent avec beaucoup même de créateurs. Ils sont très présents là-dessus, sur l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est grâce à eux qu'en tout cas le projet multiplacement a pu naître et on est live à partir de février 2020. Tu vois. Okay. Donc grosso modo, juillet 2017, février 2020, je te l'ai fait rapide, mais là c'est compliqué. Et ce que je dis souvent, c'est que le plus compliqué
dans ces 3 années, indépendamment du fait qu'il faut occuper tes journées, ce qui en fait se fait relativement bien mais quand même, c'est la bienveillance externe qui s'avère être parfois contre-productive. C'est-à-dire que moi, je te dis, en septembre 2017, je pensais que le site allait être live. Donc, t'imagines qu'à mes proches, à mes potes, quand je vais en soirée, en week-end, je leur parle un peu de mon petit placement. Et à tel point que quand en mars 2018, mars 2019, le truc est toujours pas live, tous mes potes me disent alors mon petit placement, ça en est où et tout. Tu vois. T'as presque honte. Et ils veulent être gentils, tu vois, ils s'intéressent. En plus, nous, c'est une boîte B2C, donc ça parle aux gens, c'est concret. Mais c'est dur, tu as la boule au ventre, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais leur... Enfin, tu peux pas tout raconter, de dire, ah non, mais eux m'ont planté, je repars à zéro, j'ai un sujet d'agrément et tout, je t'expliquerai, tu vois. C'est comme dans les bons et je t'expliquerai. T'inquiète. Et je t'expliquerai quand ça sera live. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment... J'en ai un souvenir très, très difficile de... les gens... bah ouais, t'es entrepreneur, donc les gens sont curieux au dîner, ils disent, alors, mon petit placement et tout. Et toi, t'es là. C'est donc très difficile à gérer. Mais donc quand on se lance en février 2020, t'as à la fois, tu passes du statut d'entrepreneur sur le papier à entrepreneur qui est au moins un produit live, tu vois, ce qui est une autre catégorie selon moi. T'achètes dans ta tête la légitimité, tu l'obtiens enfin ta légitimité de dire que t'es entrepreneur ou tu te en tout cas, t'es plus fier de dire à ce moment-là que t'es entrepreneur. Ouais, okay. Parce que tu peux faire un truc concret, quoi. T'es plus à devoir expliquer, tu peux dire vas-y va télécharger l'app. Ouais. Et va pas juste voir mon profil LinkedIn. Ouais, exactement. On la connaît. Même si tu peux faire les deux, mais et donc ça pour dire que j'ai cette alors j'aime pas trop le mot fierté, mais je suis vraiment soulagé d'avoir ce premier client et en plus socialement, la pression redescend un petit peu, tu vois. Donc février 2020, vraiment un mois important dans ma jeune carrière, tu vois, que j'ai vite oublié. Parce que mars 2020, nos 200 premiers clients à qui on a fait ouais, on est les meilleurs, enfin, la nouvelle pépite, fintech, blablabla, et ben ils se prennent moins 25, moins 30, moins 35% sur le 1000 COVID. ou c'est les 5000 € qu'ils avaient mis. Tu vois, donc t'as un espèce de retour à la réalité qui se fait très rapidement. Où là, c'est un petit peu dur parce que t'as même pas vraiment eu le temps après 3 ans, tu vois, de reprendre un peu ton oxygène. Ouais, bien sûr. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a fait vraiment un suivi. On n'avait que 200 clients. Tu vois. Donc, on a fait un suivi ultra individualisé. Donc, on a appelé tous les clients en disant écoute, de toute façon, tu le sais, quand tu investis sur les marchés, c'est du long terme. Tu nous avais dit que c'était de l'argent dont tu n'avais pas besoin à long terme. Et sache que il y a déjà eu des crises, en tout cas des marchés similaires, type les subprimes. Et souvent, en 12-18 mois, les marchés reviennent à l'ancien niveau. Donc, ouais, et puis là, c'était particulier. Enfin, les subprimes, il y a des gens qui ont fait de la merde. Mais là, le Covid, c'était exactement. le Covid. Oui, mais quand tu es en mars, ouais, tu sais pas jusqu'où ça va tomber. C'est vrai qu'on était dans une incertitude colossale. Quoi. Donc tu essaies de faire de la pédagogie sans promettre des trucs que tu n'es pas capable de maîtriser, mais de revenir à une analyse plutôt comportementale. Quel comportement, comment tu gères tes émotions, plutôt qu'à une analyse marché où j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Notre chance, ça a été que 2 choses. 1, le sujet financier. Tu sais, la bourse, l'investissement a été un peu trendy pendant que les gens n'avaient rien à faire pendant le Covid, donc on n'a pas parlé. Okay. Donc nous, on a eu une bonne acquisition. Et en plus, les marchés financiers sont très vite remontés. Et donc, ces clients pour qui on a été très présents ont eu très vite une bonne performance et par chance, nos messages se sont avérés être justes. Et donc, du coup, il y a eu un effet boule de neige, bouche à oreille de dingue cette première année. Bouche à oreille, et c'est drôle, je voudrais parler de l'acquisition après. J'ai envie de parler juste de 2 mini-choses sur tout ce que tu viens de dire. Ouais. La première est simple. Socialement, à qui tu dédicacerais le fait que pendant 3 ans, tu as réussi à tenir le cap dans ton entourage? Ouais, je vais te faire du classique, mais bon, déjà, ma femme, qui, pour le coup, on s'est rencontrés à New York. Elle est parisienne, qui m'avait suivi à Lyon, tu vois, mais tu le dis. Elle t'a suivi à Lyon en plus. Est-ce que là, je dis ça parce que je t'imagine en galère, en train de te dire, même tu peux presque pas partager toutes tes craintes parce que et puis t'es responsable. Moi, j'ai vraiment un truc où je n'ose pas, ce qui embête beaucoup ma femme, en parler parce que ça réouvre des plaies. Tu vois, j'ai envie d'être le soir et de dire non, ne parle pas boulot. Bien sûr. Et sauf donc qu'elle le sent que t'es pas et bien. donc tu peux dire que c'est bien parce que ça la protège, mais elle, du coup, elle me dit ouais, mais à chaque fois qu'on est à un dîner, j'apprends des trucs sur mon petit placement parce que t'en parles jamais. Tu vois, mais bref, donc moi j'avais besoin de me protéger. Mais donc elle a été solide, tu vois, vraiment, vraiment solide. Et non, il y en a un qui a été top. Ça a été le directeur de l'incubateur dans lequel je suis rentré en tout début en 2017. Qui s'appelle Cédric Gnotin, qui était directeur du Hub 612, qui est l'incubateur de la Caisse d'épargne à Lyon, et qui lui a une philosophie d'accompagnement des entrepreneurs qui était uniquement basée sur l'humain.
Et donc, il ne jugeait pas du tout si tu avais des galères, si c'était compliqué. Il essayait de voir comment l'homme entrepreneur se développait et comment il aidait. Et donc, cette bienveillance et ce côté humain qu'on entend un peu souvent, mais ça m'a vraiment... Enfin, lui, je lui en ai vraiment une belle. Bah écoute, c'est parfait. Déjà, grande dédicace à lui. Et c'est le but de ce podcast. Enfin, moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun apprentissage, si ce n'est humain, à travers tes expériences. Et c'est pour ça que je te pose toutes ces questions de comment toi tu l'as ressenti et tout. La deuxième, qui rejoint presque en fait la première, t'as dit une chose. T'as dit je n'avais pas le droit de douter devant mes investisseurs. C'est une vraie question que je te pose là. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas dire à tes investisseurs je ne sais pas. Voici les 3 possibilités qu'on étudie, mais j'aimerais avoir votre avis. Je ne sais pas, je suis un peu perdu. C'est un aveu de faiblesse de faire ça? Alors, bon, je pense que ça dépend du style de problématique. Donc, tu vois, on en parlera Et après. d'investisseurs. Et d'investisseurs, mais tu vois, sur le plan licenciement, effectivement, nous, on présente des scénarios, on en parle avec eux, parce que c'est vraiment un truc très structurant. Sur des décisions de business, effectivement, parfois, on ne sait pas, mais on dit, en fait, on ne va pas commencer à revenir sur le sujet opérationnel, alors à demander au board ou aux actionnaires leur avis, tu vois. Donc ça dépend un peu des sujets. Et ce que je voulais dire par là, c'était que c'est un peu comme quand tu as un contrôle de maths, tu vois. En fait, même tu sais pas, tu es obligé de préparer, de travailler, de réviser, tu vois. Moi, j'étais obligé de faire une présentation. Donc, ça me permettait de ne pas avoir le temps de douter, de dire qu'est-ce que je vais faire. De toute façon, je devais préparer une restitution. Et donc, qu'est-ce que je vais dire dedans, tu vois. Et donc, ça te force à avoir des trucs à dire dedans et donc à travailler. En tout cas, moi, c'est ma manière un peu bachotage, mais ça m'a bien aidé, tu vois. Tu étais obligé de faire, mais je corrobore aussi ce qu'on a dit juste avant. Tu avais une responsabilité et dis-moi, attends, je te titille là-dessus. Ah, vas-y. T'as pas envie de chouiner en fait? Parce qu'il y a des moments où on n'est pas bien et toi, j'ai l'impression que ça soit auprès de ta femme comme de tes investisseurs. T'as pas envie de leur dire aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne physique, là, ça va pas au top, quoi. J'ai l'impression que... Ouais, en tout cas, moi, là, si je parle à titre perso, il y a peut-être un petit peu de pudeur, tu vois. Bien sûr, non mais et tout à ton honneur. Ou d'aveu de faiblesse, tu vois, où j'ose pas m'ouvrir en disant c'est un aveu de faiblesse, mais effectivement, en tout cas, moi, je j'ouvre pas la carapace, tu vois. Je garde pour moi, ce qui peut être dangereux parce que tu te dis il faut pas que ça explose, mais moi, j'ai une équipe dirigeante qui est assez stable depuis le début, tu vois, et donc pour le coup, on a une très bonne communication entre nous. Donc, on se fait quelquefois des dîners. Alors, quand on se fait des dîners, c'est vraiment qu'il y a des sujets... le cas de vérité. Vraiment galère, tu vois. Mais non, c'est vrai que je pense que tu as assez raison, quoi. Moi, j'ai cette peur de me dire, si j'ouvre une brèche et si je dis ce qui va pas, qu'en fait, le truc explose et que ça me dépasse. Donc, je préfère contenir pour stick to the plan, tu vois. Je te dirais juste que par moment, il est bien de péter un coup. Comme on dit. Mais bon, bref, passons, on va pas faire une séance de psy maintenant. Continue, tu me racontais... Enfin, je voulais que tu me parles un petit peu de ton associé dont vous avez split up. Raconte-moi. Ouais. Rapidement, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment vous êtes rendu compte du non-match et du désalignement à un moment. Et encore une fois, comment toi, tu l'as ressenti humainement? Donc, je vais essayer d'être assez macro parce que c'est un sujet qui est encore... traité par les prud'hommes, donc je vais faire attention à ce que tout ce que je dis là ne me soit pas retourné contre moi. Non, mais la difficulté, c'est que déjà, moi, j'ai fondé la boîte tout seul. J'ai associé mes 2 premiers salariés en donnant des BSPCE, tu vois. Mais donc, il y a une petite différence entre l'association où tu crées la boîte, plusieurs, et l'association LinkedIn où tu donnes des BSPCE et on est cofondeur. Bon, moi, je me suis fait un peu avoir par la deuxième partie en disant ça m'arrangeait bien d'avoir des cofondeurs, mais en fait j'étais tout seul pendant 1 an, j'avais pas de salarié, tu vois, j'étais tout seul. Donc il y a ce premier piège dans lequel je suis tombé et c'est un piège pour les futurs entrepreneurs qui nous écoutent auquel il faut faire attention. Il y a la communication LinkedIn où moi je trouve qu'il y avait un peu une pression où il fallait pas être solo entrepreneur, il fallait pour être lever des fonds et tout, exactement. Et donc je me suis un peu contre nature, je suis un petit peu je suis tombé là-dedans. Alors, ça m'arrangeait bien au moment où on l'a fait, tu vois, mais premier élément. Et deuxième élément, c'est que cette associée, en tout cas cette première salariée, comme moi, elle sortait d'école. Et donc, tu as des courbes d'apprentissage, tu as des évolutions de parcours de vie. Et tu as des intérêts personnels à l'instant. Et tu as des intérêts perso qui sont très différents. Donc forcément, il y a un moment où il peut y avoir des désalignements d'intérêts, il peut y avoir des sujets d'implication, tu vois, qui font que
plus la pression monte, plus des petits désalignements peuvent faire exploser le truc. Tu vois. Mais tant mieux que ça arrive le plus tôt possible aussi. Tant mieux que ça, ouais. Bah, au moment où ça arrive, nous, tu vois, c'est en 2022, donc ça fait 5 ans. Je me dis, putain, c'est tard. Et maintenant Ah ouais, quand même. qu'on est en 2024, je me dis, écoute, Elle vous avait rejoint dès le début? Donc, 2018, ouais. Donc au bout ah d'un ouais, an. quand même, vous avez passé. Ok, tu saurais analyser et juste dire ou non, là on est déjà trop Non, dans le. vas-y, on tente. Il est où le déclic? Enfin, il y a eu. Est-ce que même si toi t'as pas la réponse, est-ce qu'il y a une sorte de variable cachée que tu captes pas, mais tu sais que entre ce mois-là et ce mois-là, un truc dans votre relation a changé? Je pense que c'est pas mal. En fait, la boîte, à ce moment-là, 2021-2022, a une forte croissance. Et du Ok. coup, on fait des grosses levées de fonds, on est un peu médiatisé. Donc, il y a un sujet tu parles plus argent, de grosse valorisation. Tu parles de poste. Moi, maintenant qu'on a cette boîte, je vais être C-level, je veux plus faire de l'opération et tout. Donc, il y a un peu un sujet, moi, je trouve, qui monte à la tête. Tu vois. Et qui, du coup, crée un peu une distorsion entre l'équipe fondatrice parce que il y a ceux qui, et encore une fois, faut faire très attention parce que c'est très touchy, mais ceux qui arrivent à garder un petit peu les pieds sur terre et ceux qui peuvent se faire dépasser. C'est très dur parce que tu vois les valorisations sur papier, quand tu as 25-26 ans, tu peux vriller. Spoiler, tu n'es pas millionnaire. Ouais, exactement, mais crois que ta boîte elle vaut 20 ou 30 millions, tu te dis exactement, what? mais Ouais. donc ça, c'est assez compliqué. T'as tous les intitulés de C-level, tous les jargons, tu vois, où t'es directeur, je sais pas quoi, chief, je sais pas quoi, mais en fait, Ouais. c'est juste que ta boîte, vous n'êtes pas beaucoup de salariés, donc effectivement, t'étais en haut de la hiérarchie. Mais donc moi, je pense que les signes faibles que j'aurais pu voir, j'aurais pu plus protéger l'équipe de ces sujets un peu externes qui te laissent croire que t'es trop beau, trop fort et tout. Toi, t'avais ce recul ou est-ce que tu t'as pas pris un petit peu ce truc-là? Je veux dire, c'était sexy de faire des levées de fonds. T'arrives, tu lèves de l'argent. Moi, je trouve que beaucoup de fois, on t'a fait croire que t'avais passé un step, alors qu'en fait, le vrai step, pour moi, c'est ta vente et ton Ouais, CA, tu vois. Mais exactement. toi aussi, t'as pas été un peu brainwashed par ça? En fait, moi, je pense que comme je suis, enfin, tu vois, j'ai la majorité des actions de la boîte, j'ai besoin que le truc avance que coûte. J'ai Ok. pas d'intérêt perso à dire il faut que mon titre soit ce titre. De toute façon, moi, je suis le fondateur, je suis le CEO, donc Ok. c'est un peu plus facile dans ma position. J'ai rien à prouver, tu vois. Ok, à ce niveau-là, Euh, Ok. Et alors que j'entends que ça peut être plus difficile pour d'autres personnes autour et il faut jouer un peu des coudes, il faut dire attends moi je veux qu'on recrute sous moi pour que moi je puisse monter et évoluer de poste. Moi j'avoue que en fait je veux que la boîte avance, donc s'il faut que je fasse des PowerPoint, je ferai des PowerPoint, s'il faut que j'aille voir des levées de fonds, faire des médias, je ferai des médias, tu vois. Tu le disais tout à l'heure, mais te mettre en marche. Ouais. En fait, t'es obligé de, et donc du coup, Ouais, t'as pas eu le tu temps. combles les trous, tu vois. Ok. T'as pas de. Enfin, ton sujet perso, il est très lié au destin de la boîte. Si la boîte marche, je serai un bon entrepreneur. Si la boîte plante, j'ai beau avoir fait des beaux trucs, je serai un mauvais entrepreneur. Enfin, pas mauvais, mais tu vois. Et un truc, c'est que, bah déjà, est-ce que tu es d'accord sur le fait que, j'espère que oui, mais que l'humain, c'est la variable la plus compliquée dans une boîte? Ouais, c'est à la fois la plus compliquée, la plus sympa. Bien évidemment. Tu vois, et encore une fois, moi, comment je me rassure dans les moments où ça a été, où c'est compliqué, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, cette équipe, l'actif humain RH que j'ai créé, ça restera toujours, tu vois. Il y a nos groupes WhatsApp, il y a les soirées, tu vois, on fait des soirées alumni avec les 100 salariés qui sont passés par mon petit placement. Et donc ça, in fine, on pourrait vraiment dézoomer et dire à quoi bon, tu vois, pourquoi tu vis, Et je trouve que les émotions que génère l'équipe dans les moments compliqués, dans les moments plus cool, effectivement, tout n'est qu'humain dans, je trouve, le pourquoi tu fais l'entrepreneuriat, mais aussi dans le comment tu réussis. Parce que ça se joue à pas grand-chose, mais une bonne équipe, hyper impliquée, des gens qui ont un bon potentiel, une bonne cour d'apprentissage, ça te plie un truc, quoi. Bah, c'est drôle, je voulais te poser un peu cette question de comment tu l'as ressenti et comment tu as réussi à rebondir, mais je vais plus te la poser sur ce deuxième événement qui pour moi a dû te faire encore plus mal parce que là tu parles de collectif. Donc il y a un an, je me souviens en fait, tu as fait un podcast avec mon cher Seb Quanon, petit dédicace, Tech 45, allez écouter ça, et allez écouter l'épisode où je l'interview aussi. Et non, tout simplement, tu racontais avec déjà beaucoup d'authenticité, donc merci, j'espère que tu vas refaire l'exercice là. Tu as dû layout, donc virer ou faire un plan de restructuration, je ne connais pas le terme, mais bref, 30% de tes effectifs. Attends, je te laisse refaire, parce qu'en l'espace de 3 jours, il s'est passé un truc de fou. Évidemment, il y a du factuel, je te laisse nous le dire. Et ma question qui va être, c'est putain, comment tu l'as vécu, quoi?
Mais moi, je te raconte un peu Vas-y. l'histoire, je te laisserai zoomer sur le truc. Donc, en gros, on est début 2023, dans un contexte de l'univers des fonds et des startups où c'est assez dur de lever des fonds, ou en tout cas, la contrainte numéro 1 devient t'es rentable, tu peux lever des fonds, t'es pas rentable ou tu vas pas être rentable dans les 6-12 mois, lève pas de fonds. Et il te donc, restait combien de trésors, toi, à ce moment-là? nous, il nous reste à peu près 6 mois de trésor. Ah ouais, Il faut tu closer commences à en anticiper. juin. Quoi. Eh ouais. Donc, Ok. grosso modo, ça c'est le contexte début 2023. On est... Et nous, on a quand même une bonne croissance. Tu l'as vu, les chiffres d'acquisition, les chiffres de collecte. Mais on s'appelle Mon Petit Placement. On prend un petit pouillème de rémunération. Donc, il faut vraiment des gros volumes pour être à l'équilibre. Et moi, je pensais, et j'ai fait une erreur, je pensais que notre très forte croissance allait pouvoir faire en Offset, sorte qu'on ait un peu l'exception et la boîte qui, même si elle n'est pas encore rentable, parce qu'elle a une mission forte, parce qu'elle a une très forte croissance, pourra lever. Bon, je me suis planté. Tu vois. Et donc, Avant, tu levais sur un potentiel et à ce moment-là, tu lèves sur des chiffres. exactement. Ce qui est plus sain. in Ce a qui est way. plus sain. Non, mais avant, je levais déjà sur des chiffres, mais sur les chiffres d'acquisition, pas sur les chiffres financiers. Pas sur les chiffres d'affaires ou chiffres de Ouais, rentabilité. mais et c'est pour ça que je te dis, sur Ah oui. l'acquisition, tu dis le potentiel de la suite. Et je Exactement, dis tu as toi, raison. mais je dis l'écosystème, hein, c'est Ah, pas bien sûr. tout. C'est... Non, mais attends. Moi, je pense que c'est très sain que c'est changé et je me suis fait un peu avoir. Enfin, je me suis laissé croire que ça pourrait marcher. Mais avril 2023, on se rend compte que finalement, en fait, il y Ça a un va être moment chaud, où ouais. ça va passer, que je te disais tout à l'heure. Là, ça ne passera pas. Ça va Et il faut passer. avoir la lucidité. Donc, je te dis, on a fait un de ces fameux dîners avec mon Comex où là, c'est le moment un peu compliqué. On se dit, bah écoutez, en fait, on n'a pas le choix. Il faut réduire les effectifs. Donc, effectivement, on était une cinquantaine et on a enlevé une quinzaine de personnes. C'est soit ça, soit faillite. C'est soit ça, soit on plante la boîte. C'est ça. On n'y arrivera pas. Et donc, on se dit, si on fait ça, on ne sauve pas la boîte, mais on se donne la chance de repartir en levée de fonds avec une histoire totalement différente. Un nouveau BP, une nouvelle histoire. Pourquoi tu dis vous sauvez pas la boîte? Bah- Ah, parce que vous achetez juste du temps. Ok. Exactement. Oui. Parce que ok. même en enlevant 15 personnes, je suis quand même assez loin de la rentabilité. Et donc, je T'as un suis gros plus à burn, juin, mais ouais, je suis mi-août. Mais je suis quand même mort, tu vois. Ouais. Ok. Donc, ça change pas l'histoire financière. Ça change l'histoire que je peux raconter pendant la levée de fonds. Est-ce que tu aurais pu le faire juste plus tôt, ça? Est-ce que tu aurais dû le faire plus Ouais, tôt? je pense que j'aurais dû. C'est facile après. Je pense Bien que j'aurais sûr. dû. Je pense que c'est plus facile quand tu es vraiment au pied du mur de dire à ceux que tu fais en disant bah là j'ai plus le choix, alors que si je l'avais fait en décembre, il faut un courage fort en disant je suis pas encore dans l'urgence mais je pense qu'il faut le faire. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet de courage entre guillemets. Mais Donc, avril, la parenthèse, parce que j'ai posté aujourd'hui un podcast je fais un podcast solo. Ouais. Je raconte un peu mon parcours. Aujourd'hui, je parle de monétisation et j'explique que c'est le jour où je n'ai plus le chômage et qu'il me restait moins de 1000 euros sur mon compte que j'ai trouvé mon business model. Ouais. Et il y a de l'intérêt à être dans l'urgence par le moment. T'apprends en bien. tout cas, t'as plus le choix quoi. Dans la douleur, mais Ouais. t'apprends quoi. Ouais. Ça te force à être dans l'action. Donc du coup, avril, on prend cette décision pour annoncer ça début mai. Mon deuxième fils, Aristide, dédicace à lui, naît le samedi. On doit être le 6 mai, je crois. Enfin, non, je sais qu'on est le 6 mai. Parce que je crois que c'est la je te le souhaite, ou alors ta Euh, femme va vraiment pas être contente. Là. mais je crois que c'est un samedi. Donc lui, il naît, tu vois, donc t'as l'émotion, j'ai un premier fils et tout, donc tu dois un peu gérer tu fais une nuit à l'hôpital, une nuit où tu gères l'autre. Le lundi matin, donc à J+2, on annonce à toute l'équipe qu'on n'arrive pas à lever et qu'on va devoir réduire drastiquement nos coûts. Tu l'annonces à ta femme avant ou pas ça? Ouais, elle est au courant. Ok, elle est au Parce que courant. c'est à peu près 10-15 jours de réflexion, ouais, ok, donc elle sait. J'ai beaucoup. Non, mais je me beaucoup, dis, vu qu'elle est en fin de grossesse, est-ce que tu veux Ouais. Non, la mais préserve. là, pour le coup, tu sais, j'ai. je te Voilà le dis, flair après. J'ai un mur d'émotions, mais là, tu es obligé d'en parler. Ouais, tu vois, ok. parce que c'est vraiment difficile. Donc, le lundi matin, j'annonce ça aux équipes. Donc là, je t'avoue que le mix entre la fatigue et l'émotion, j'ai vraiment le papier qui tremble fort quand j'annonce ça aux équipes. Tu pleures ou pas? Non, je pleure pas, mais ils me le ressortent souvent, tu vois, en disant tu n'es pas le fier. Tu sens que dans la voix, le mec est pas serein. Vraiment, Ils t'en veulent? Comment? Ils t'en veulent? J'ai pas l'impression. Mais là, tu me diras, il y a un biais parce qu'il y a que les survivants qui sont encore là. Ouais, Enfin, mais même les 15, je veux dire, à l'instant T, c'est quoi l'ambiance? alors, j'ai une explication sur ça a posteriori. Mhm. Sur l'ambiance au moment, c'est très difficile parce que, donc, je te dis, j'ai beaucoup consulté des entrepreneurs qui ont fait des plans de licenciement pour essayer de voir quel est le moins pire à faire. Et donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est annoncer à tout le monde et dire, les gars, chacun rentre à sa place et dans les 3 minutes,
on va annoncer sur Slack ceux qui sont concernés. Enfin, on te fait un message personnel pour savoir si tu es concerné, pas concerné. Donc, on a essayé de compresser un maximum ce moment où tout le monde se regarde et se dire attends, est-ce que j'ai encore un job, oui ou non. C'est dur. Ouais. Donc là, tu as quelques minutes qui sont vraiment dures. Où c'est le champ de bataille dans la boîte. Tu vois. Les gens regardent qui passe, qui va dans le bureau, qui va parler avec moi et tout. Et puis moi, j'enchaîne 15 entretiens où je dois expliquer. Tu dois justifier pourquoi telle ou telle personne. Pourquoi lui et pas un autre. Exactement. Pourquoi ce poste. Donc nous, on a fait une règle très simple pour le coup. C'était par règle d'ancienneté. Donc au moins, le truc, il était unchallengeable. Il était assez simple. Pas Donc dernier poste clé. Il y avait pas. Non, parce que ça devient compliqué de. Ouais, c'est une hiérarchie des postes. Exactement. Et puis nous, en plus, tu es dans une start-up, t'as pas, tout n'est pas forcément très clair, quoi. Donc voilà. Donc cette journée du lundi a été vraiment a été éprouvante. Mais après, nous, on avait beaucoup mis en avant. On a tous vécu une aventure ensemble et on a besoin collectivement de la sauver. Donc il faut les sacrifier, mais on a besoin. On a des clients et pour eux, on doit le faire, tu vois. J'allais te dire, vous avez sacrifié 15 pour en garder 35 et servir vos clients. Exactement. Et ceux qui vont arriver après, quoi. Et pour te donner quelques éléments de réassurance sur comment ça s'est passé, on avait un séminaire de prévu fin juin qu'on a gardé malgré la période et les 15 personnes sont venues. Les 15 licenciés sont venus à ce séminaire. Donc, qui était un risque. Donc, au moment où je le fais, tu vois, je l'annonce et je dis vous serez au séminaire. Sauf que c'est 1 mois et demi plus tard, tu vois. Et au moment où il y a le séminaire, je me dis est-ce que j'ai pas fait une connerie au moment d'annoncer ça? Parce qu'en fait, nous, on a envie de passer à autre chose. Et il y a peut-être ceux qui veulent, qui sont plus chez le multiplacement et ceux que je dois encore maintenir. Mais au final, ça a été une bonne décision parce que ça a montré le fait que c'était vraiment humain, tu vois. Donc, ça, c'est première réponse à ta question tout à l'heure. Ça a confirmé les valeurs de ta boîte, le RH, tout ça. Et la deuxième, pour moi, le plus grand facteur de réassurance que je peux te dire, j'espère te convaincre sur ça, c'est que on y revient après, mais on a réussi à lever. En juillet, au bout du bout, vraiment c'était chaud. On a levé du coup un gros montant. À un moment, on avait beaucoup moins de dépenses. Donc on est dans une situation de cash, et on est encore où vraiment on respire. À tel point que on a recruté des personnes qui étaient dans le plan licenciement et qui sont revenus en septembre. Ah, c'est incroyable ça. Pour te dire que je pense qu'ils n'ont pas senti si maltraité que ça, parce qu'ils ne seraient pas revenus si vraiment ça avait été... Est-ce que tu te sentais redevable de le faire, ou est-ce que tu l'as fait émotionnellement, ou tu l'as fait pour le bien de la boîte? Pour le coup, tu vois, on avait licencié quelques devs, on avait besoin de devs, donc nous on était très contents de pouvoir les réunir. Donc non, c'était pas émotionnel. Après, moi j'avoue que cette histoire, je l'adore. Parce que du coup, tu te dis, c'est vraiment la belle histoire. Après, on aimerait bien en refaire venir plus, mais... Attends, excuse-moi, t'as pas raconté quand même, mais lundi, donc ça c'est accouchement samedi, lundi annonce, mercredi levé, tu repars en levé, ça tu l'as pas dit. Dès le mardi, il faut continuer à lever, parce que pourquoi on fait ce plan licenciement? C'est pas pour dire ça y est, on est rentable, c'est pour dire on repart en levé avec un plan différent, et tu recontactes les fonds. Tu dois rassurer aussi les 35 personnes dans la boîte. Exactement, parce que eux, quand tu leur expliques... Ils se disent on est sur la sellette derrière. Ouais, et tu leur dis on fait ça pour l'avenir de la boîte, mais si je reviens fin mai, en disant finalement on n'a pas réussi à lever, on va devoir re-enlever 15 personnes pour le coup vraiment se mettre au minimum, tu perds en crédibilité. Ouais, d'ailleurs, un conseil qu'on m'a donné qui était un très bon conseil, c'est de dire tu n'auras qu'une cartouche. Tu pourras faire qu'un plan licenciement. Donc fais-le hard, fais-le fort, et au moins tu t'en refais pas un dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, donc c'est pour ça que nous on l'a fait. Quitte à avoir fait trop fort et re-recruter par la suite. Et c'est pour ça qu'on a recruté, c'est que on s'est mis un peu à l'abri, qui était vraiment un bon conseil, qui est difficile, parce que quand tu dis celui-là, je pourrais potentiellement le garder, tu as envie de dire non, je vais pas le mettre dans le plan et tout. Et en fait, il faut réussir à avoir cette hauteur de vie, de dire non, si pense à tous les cas, à tous les scénarios, et pense moyen terme, tu ne peux plus refaire cette cartouche. Donc, tu t'arrêtes dans le droit qu'une fois, quoi. Ça te parle, Pop Chef? François Defit. Je connais Pop Chef, mais il a vécu la même chose. Bon, il a vécu aussi une autre chose. Il a eu un décès dans ses employés, mais il a aussi eu ça où il a dû lay-out pas mal de personnes. Et au final, la boîte s'est redressée, les gens, et il a pu recruter, etc. Ouais. Donc c'est une belle histoire, mais je me souviens que lorsqu'on en a parlé, il y a eu le décès, il y a eu ça, c'est les 2 événements qui l'ont marqué dans sa vie d'entreprise. Pas du CA, pas des clients, pas de pivot. Après, dans ce moment-là, t'es tellement dans l'émotion que t'agis comme un robot. En fait, tu vois, j'avais un truc... Je dois faire. Et donc, ça donne une espèce de force où
t'es pas dans je peux faire A ou B, du coup je suis torturé, je suis stressé et tout. Là, en fait, moi, j'ai pas le choix. C'est marche ou crève. Et donc, je trouve que c'est. Les gens de l'extérieur te disent mais attends, mais comment tu gères cette période? Et moi, j'ai le sentiment d'être dans une piste de bobsleigh, tu vois. En fait, je descends, de toute façon, j'ai que ça à faire, quoi. Ok. Donc voilà comment j'ai cette période. Ce qui a été compliqué, c'est que il y a quand même la fatigue d'avoir un deuxième enfant. Enfin, tu vois, moi, du coup, Ouais, et j'ai puis pris une vraiment. deuxième levée de fonds aussi. Ouais, j'ai pris vraiment zéro jour. Donc il y a cette fatigue. Mhm. Il y a le sujet émotionnel de parler à ces 15 personnes parce qu'en fait, tu fais les annonces le lundi. Mais nous, on a décidé de les faire travailler. C'est un mois, enfin, c'est 4 semaines. Donc ils étaient là après. Donc il faut refaire des points avec eux. Il y a des moments où il y en a qui craquent et tout. Donc le mois de mai est très compliqué. Nous, on n'arrive toujours pas à lever. Donc on se rajoute une procédure de conciliation, c'est-à-dire qu'on demande au tribunal de commerce de pouvoir geler nos dettes en attendant de réussir à la levée de fonds. Tu vois, là, D'accord. on est au mois de juin. Donc, tu as quand même Qu'ils ont accepté du coup. Ouais, qu'ils ont accepté parce qu'on avait un plan de levée qui allait se faire, tu vois. Mhm. Mais donc, tu as quand même plusieurs éléments qui font que, ouais, il faut croire en l'avenir, quoi. Mais au final, écoute, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a quand même des gens qui ont été. Non, bien touchés, sûr. mais en mais tout cas, bon. on a réussi à lever. C'est pas aussi mauvais que juste dire plan de licenciement, Exactement. 30%. Et là, tu vois, on est un peu plus qu'au moment où on était au plan licenciement. Donc, Mm. donc la boîte a bien repris sur des bases beaucoup plus saines. Parce que du coup, on a une belle croissance, on est bientôt à l'équilibre. Et c'est vrai que ça me fait un bon apprentissage, quoi. Euh, Question très perso, à toi de voir si Ouais. tu veux répondre. Est-ce que tu as l'impression que t'as raté la naissance de ton deuxième fils ou pas? Parce que t'étais pas là psychologiquement avec tout ce qui se passait. Oh, non, T'as en pas tout de cas, regret là-dessus? non, j'ai pas ce sentiment, tu vois. Je fais Je me mets à ta place, hein. Je me Ouais, dis ouais. tout ce qui se passe en l'espace de 3-4 jours, c'est hyper dur de... Non, bah encore ma femme là, elle a été solide, tu vois, elle aide beaucoup. Ah bon, on a compris qu'elle est solide, ta femme. elle commence- non, mais c'est vrai. Dédicace à elle. Mais non, j'ai pas de. Alors c'est sûr que maintenant, tu vois, j'essaye de pas travailler le mercredi pour être avec eux, donc ça a peut-être créé un truc en disant, il faut. Moi, j'ai cette hantise de me réveiller à 35, 38, 40 ans et me dire, ouais, ok, J'ai raté j'ai raté comme on entend tellement de fois, tu vois. Donc heureusement, comme on l'entend l'enfance beaucoup, de mes enfants. j'essaie de me prémunir de ça, tu vois. Donc j'ai un jour où je suis avec eux et j'aurais toujours sécurisé cette partie-là. Mais non, sur la naissance, c'est sûr que ça a été court, mais j'étais là. Il y a pas mal d'histoires, tu sais, à l'époque de nos parents où ils disent j'ai même pas pu Ah être oui. présent. Ouais, mais c'est nos darons. J'ai à la l'impression de nos parents. J'en parlais avec ma mère. Il y a eu un sketch là-dessus. Mes parents, on avait 13 ans. Ils nous lâchaient, tu sais, ils nous envoyaient au Maroc avec l'hôtesse de l'air. Ouais. Mais c'était traumatisant ce truc, tu vois. Pour nous, ils nous abandonnaient, quoi. Et moi, pire, il me faisait quoi? Il me disait, donc j'arrivais à Casa. C'est vrai, hein. Il me disait, ouais, t'inquiète, il y a le chauffeur de je sais pas qui, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il t'attend à l'entrée. Et moi, je sais pas à quoi il ressemble le mec. Mais c'était bref, des gros bourbiers. Mais du coup, ouais, tu disais que nos parents c'était plus chill et donc du coup, notre génération, En tout cas, on est peut-être plus proches. Sur ça, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'avais Ok. une boîte à sauver, entre guillemets. J'ai pris, comme d'habitude, mes 4 semaines au mois d'août pour décaler un peu mon congé patte, tu vois. Donc non, je fais du mieux que je peux. Et j'espère que j'aurai pas de regret plus tard, mais à date, non. MPP, c'est un enfant pour toi? Non. C'est pas pareil. Ouais, non, pas tellement, tu Parce que vois. t'as été papa après en plus. Ouais, ça l'a été un peu au début où je personnifiais beaucoup la boîte et on était peu de salariés, donc c'était un peu la boîte de Thomas. Maintenant, le truc est beaucoup plus partagé. Tu vois, on est une cinquantaine. Je dois beaucoup aux équipes qui, je te dis, celles qui sont restées dans les moments compliqués. Je pense que ça, c'est un peu un piège. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un piège. Donc, j'ai voulu me protéger de ça et Ok. de me dire, c'est un moyen d'épanouissement pro très fort. Effectivement, je suis celui qui porte le plus la mission. Mais non, c'est pas mon bébé, c'est pas un bébé, c'est assez différent. Tu vois. Ok. Je vais parler de la com. Je vais parler de deux choses. J'aimerais bien savoir comment vous allez acquérir des clients, notamment les premiers où je crois que tu nous expliquais que c'est quand même des gens qui font déjà de l'invest parce qu'ils sont plus convaincus. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est quoi le montant minimum pour investir? C'est 300 €. Oui, donc voilà, c'est plutôt accessible. Et c'était quoi l'autre question que je voulais te poser? Donc là, je te parle du coût d'acquisition. Ouais, Ah oui, com. et est-ce que vous avez dû, du coup, enfin, je parle de l'acquisition en marketing, mais est-ce que vous avez dû, tu me parles d'une newsletter, etc., démocratiser, faire de l'éducation financière? Et si oui, comment? Ouais, donc le cœur, nous, comme on s'attaque à une partie de la population qui est peu initiée, peu éduquée,
si on veut leur parler, il faut les éduquer. Ok. Donc ça, c'est central. Donc, comment on le fait ? On le fait déjà par le vocabulaire. Tu vois, on n'a pas forcément... on a une académie, mais on n'a pas des tutos de partout de nos éditeurs. On essaie déjà d'utiliser un vocabulaire qui est intelligible. Là, on refait tout notre site et on a vraiment fait attention à ce que chaque mot puisse être compris par vraiment n'importe qui. Okay. Et donc, je pense que ça, déjà, ça participe à ne pas mettre une barrière où, en fait, tu as beaucoup de personnes qui lisent un site de banque, d'institution financière, qui dit « Oula, unité de compte, alors trading... » qu'à l'ancienne, ça se la jouait expert. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends, mieux je me dis, mieux est la boîte. Exactement. Mais en fait, Mais en fait, t'enlèves déjà 70% des Français en B2C. Exactement. Si les mots ne sont pas bons. Donc nous, le gros sujet, c'est de rendre accessible, certes pas les 300 €, mais surtout par l'accessibilité du vocabulaire qui permet de dire, OK, en fait, moi aussi, je peux y être dans ce truc parce que je comprends enfin. Je sais où cliquer, quoi. Donc ça a été un des gros sujets. Et après, nous, on essaye de faire beaucoup de... Enfin, ce qui a bien marché, c'était la vidéo. La vidéo d'humain, tu vois, de moi qui me filmais, des webinars, de montrer qu'en fait, tu peux essayer d'humaniser, rendre frais, un peu plus sympa, un secteur qui est, il faut être lucide, tu vois. Chiant. Assez chiant. On vient de la finance, nous deux, on peut se le dire, même si on voulait faire des thunes. Mais... Ah ouais. Donc... Comment tu cibles ces gens-là ? C'est horrible, hein, mais comment, de manière discriminante, tu peux capter qui est mal éduqué ? C'est assez compliqué. C'est compliqué, hein. En fait, nous, ça se fait assez naturellement quand tu parles de trucs assez basiques. Je te mets un bourbier, là. Ouais, non, mais c'est une vraie bonne question. Et d'ailleurs, tu vois, avec les équipes marketing, on essaie de dire, OK, comment on essaie à l'intérieur de cette masse, parce qu'en fait, les gens pas initiés, c'est la majorité des Français, sauf que viser 80% des Français, tu vises personne. Donc, comment tu trouves un peu des sous-niches pour être pertinent ? Nous, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'offre financière. Donc, chez Multiplacement, il n'y a que 3 produits. Petit, moyen, fort en termes de risque, et après les thématiques, mais le cœur de l'offre, il est très simple. Et déjà, ça exclut pas mal les experts. Parce que les experts, ils disent, attends, mais non, moi, je veux 10 000 produits comme ça, Boursorama, il me faut des structurés, des trucs comme ça. Okay. Donc déjà, naturellement, quand tu as une offre si basique, c'est un peu comme tu as 3 duplos à assembler, tu vois. Les gens vont dire, OK, non, moi, je veux des Lego mini, tu vois, pour m'intéresser. Donc, je trouve que ça, naturellement, par l'offre que tu proposes, ça cible, enfin, ça attire la population, tu vois. Donc, c'est très important de bien designer son offre en fonction de la cible. Donc, nous, ça a été un des bons vecteurs. Et après, je te dis pas qu'on exclut les experts. On a, tu vois, récemment, on a quelqu'un qui a mis 700 000 €, qui a un gros patrimoine. On va pas dire non, mon petit placement, c'est pas pour toi. C'est pas ta cible de base. C'est pas la cible, c'est que c'est dans un gros filet, il y a toujours des gens qui tombent dedans, tu vois, et donc on les refuse pas. On les prend. Hein. Bien sûr, on les prend, mais c'est pas pour eux qu'on se bat. Okay. C'est pour les gens qui ont... C'est pas pour autant que tu vas sortir 50 produits demain pour lui. Et d'ailleurs, là, on refait tout le site parce qu'on s'est fait un peu biaiser par ça. Tu vois, le biais de l'expert, c'est-à-dire que sur nos 25 000 clients, tu en as forcément 500 ou 1000 qui, eux, pour le coup, sont des experts qui sont venus tester une autre application. Et donc, eux, ils te posent des questions un peu techniques. Ils te disent « Ah, mais j'aimerais bien avoir toute la géographie de mes investissements. » Tu vois, donc, ils commencent à te pousser indirectement à complexifier ton offre. Et on s'est rendu compte de ça en disant « Mince, je me suis fait avoir par les 5% qui gueulent le plus fort, alors que les 90% qui sont mon cœur de cible, qui sont les silencieux, en fait, je leur parle de moins en moins. » Et là, on essaie de remettre un coup de barre vers les néophytes, quoi. Et est-ce que c'est en volume, ces 5% représentent beaucoup plus, j'imagine, quand même ? Non, le panier moyen n'est pas beaucoup. Non, chez les experts, non, pas trop. Alors certes, il est peut-être 2 fois plus gros le panier moyen, mais t'es pas... les mecs qui mettent 100 000 €, c'est les initiés, et les petits, c'est les néophytes. Non, on a beaucoup de gens assez néophytes, mais qui ont énormément d'argent, ça me choque encore, qui dorment sur un compte courant, ils ont eu un héritage, ils ont eu une vente IMO, tu vois, et ils en font rien. Et donc, nous, on a plus de facilité à choper des gros tickets chez des néophytes, qui en fait sont adressés par personne, tu vois, plutôt que les experts qui viennent plus tester la partie usage de multiplacement et qui ont peut-être un conseiller privé à côté, quoi. Juste sur le coût d'acquisition, je sais pas combien il est, ou tout simplement tu le rentabilises en combien de temps, ou le volume d'invest, ça doit être quoi ? Alors nous, grosso modo, le coût d'acquisition est de l'ordre de 60 €, 70 €, tu vois, ça oscille un peu sur ça. Et mais vu que je connais pas le pourcentage de com, j'allais dire s'il met 300 €, combien de temps ? Et donc, pour la com, part d'un grosse masse, c'est variable, je dis, parce que c'est une commission de performance. Bien sûr. Grosse masse, elle part de 1%. Ok. Et donc, quelqu'un qui met 5 000 €, tu as 50 €. Donc, effectivement, ça dépend du panier moyen. Grosso modo, nous, on dit qu'il faut entre 12 et 18 mois pour rembourser le coût d'acquisition.
Ouais, donc tu as vraiment intérêt à ce qu'il y ait de la confiance et que les personnes restent derrière. Ouais, exactement. Mais je te dis, aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, un client reste en moyenne 6 ans. Alors, c'est pas encore ok. corroboré parce que j'ai que 4 ans d'historique, tu vois. Bah ouais. Mais quand on tire les stats, c'est à peu près ça qu'on voit, quoi. Il est de combien ton churn? Je sais pas Mon si churn, c'est de l'ordre de... C'est entre 100 et 150 clients par mois sur 25 000. Donc, tu es un peu inférieur à 5%, tu vois. Ouais, ok, bon, c'est très correct, surtout pour un truc financier, non? Ouais, après, comme tu es sur l'investissement long terme, c'est assez classique dans le Oui, secteur, ok, tu vois. ouais, c'est propre à ça. T'es pas sur un trading où le mec met 1000 balles et va les retirer une semaine plus tard en espérant faire x2 ou sur la crypto, tu vois. Donc, on est dans les normes de marché. J'ai envie de te titiller sur Vas-y. le branding. On peut dépasser un peu, ouais. Ouais, vas-y, on peut Ouais, carrément. encore 10 du menu. Vas-y, pose toutes tes questions pièges. Bah ouais, mais je vais y en avoir encore, t'inquiète. Mon petit placement. Pourquoi petit? Ça, c'est vraiment une bonne question. Et d'ailleurs, je t'ai dit, on a refait tout le site, donc on a fait tout un rebrand et on s'est posé la question De genre, de est-ce ce nom. que c'est pas péjoratif ou est-ce Ouais. que c'est pas des pensées limitantes, tu vois? Alors, c'est vraiment un sujet qui me passionne, tu vois. Sachant que je me souviens, à un moment, on essayait de pitcher la BNP et je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec Marguerite, j'ai demandé son famille, mais qui est une des directrices générales de la BNP et qui dit attends, mais mon petit placement, c'est péjoratif, tu vois. Et donc, moi, je pense plusieurs choses. On a voulu faire le mon petit de mon petit garçon. Tu sais, du sujet un peu bienveillant, confiance, voilà, ça c'est sûr. Mon placinou, quoi. Ouais, exactement. Pour démystifier un petit peu. Le deuxième élément, c'est que on veut, je t'ai dit le cœur de mission, c'est aller chercher un peu les délaissés. Et donc, je pensais qu'il fallait être très explicite sur ça. Même si, effectivement, il y a sûrement des gens qui disent, OK, bah, moi, c'est pas pour moi, j'ai 100 000 euros, c'est pas un petit placement. Tu vois. Donc, mais moi, j'ai voulu être très clair que les gars, là, on va s'adresser à vous. Même si vous n'avez que 1000 euros à placer, c'est pour vous. Tu vois. Donc, c'était un moyen par le branding de répondre à ça. Et en fait, ce mon petit placement, au fur et à mesure, il crée un peu de proximité. Tu vois. Alors, on nous a souvent dit, ouais, mais c'est comme les mon petit gazon et tout, c'est saut 2010 vos trucs. MPP, moi j'écris, pour moi c'est mon petit prono à la base. Mais du coup, et d'ailleurs, j'ai eu un échange une fois avec le avec fondateur. le fond, il m'a dit, ouais, tu fais chier, on veut pas être associé à des marques financières et tout. Alors, nous, tu vois, c'est des marques que je trouve sympas et on n'a pas fait ça pour copier quoi que ce soit. Mais effectivement, on est dans une traîne de ces marques où ça, je crois, ça génère un peu de sympathie, de proximité. Et donc, effectivement. Casser le côté finance, austère. Exactement. Et donc, bon an, mal an, on n'a pas trouvé de meilleur nom. Et donc, le seul truc limitant pour moi, ça va être quand on va vouloir aller à l'international. Mais on n'y est pas encore. On a une place à faire en France. Tu vois, donc pour l'instant, on est reparti pour un tour avec ce nom. Je continue à te faire chier. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Parce que là, tu réponds bien. Donc, moi, je vais pouvoir continuer et prendre mes aises. J'ai envie de parler de la compète. Juste envie de comprendre une chose sur les 3 offres. D'ailleurs, si tu veux peut-être les détailler, qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Non pas pour faire la promo, mais tout simplement, j'aimerais savoir en 2024, avec ces dimensions je vais y arriver, d'écologie, de développement durable, de même de responsabilité vis-à-vis de notre planète, et avec plein de solutions qui se lancent aussi sur l'épargne verte. Pourquoi vous n'avez pas pris ce focus-là? Alors, parce que, donc, juste pour répondre à la fin de ta question, on a, nous, un portefeuille environnement qui est composé de 5 fonds, 100% labellisé Greenfin. Donc là, je t'ai matraqué de jargon, mais juste pour te dire... Non, je crois, en gros, c'est un des 3 produits, et dedans, tu disais, il y en avait 5, c'est ça Alors, nous, on a 3 portefeuilles principaux, petit, moyen, fort en termes de risque, et on a des thématiques que tu peux mettre autour. Ça, tu peux compléter. Ok. Exactement, pour coloriser un peu ton portefeuille. Mais donc, on a un portefeuille environnement qui est composé de fonds où tu sais que si tu investis dans ce portefeuille, tu n'auras aucune énergie fossile. Enfin, tu vois, il y a un phénomène d'exclusion qui est très rassurant. Donc, on a une gamme qui répond, qui est presque la meilleure du marché en termes de critères d'environnement sociaux et gouvernance, pardon. Et qui a le même retour ou pas sur un que les autres? Alors là, il a que 2 ans d'historique. Donc c'est un peu plus compliqué. Et avec la hausse des taux, c'est un secteur d'activité qui a rebondi un peu moins que le secteur de la technologie, mais qui effectivement depuis le début de l'année, je crois, fait 4 ou 5%. Tu vois, donc une performance qui est pas trop mal. Nous, donc c'est une question qu'on a souvent, tu vois, surtout qu'on a pas mal de concurrents qui eux se marketent que sur le green, sur l'investissement responsable. Moi, ce que je pense, c'est que l'élément le plus important, le plus gros impact sociétal que j'ai, c'est d'essayer de redonner le pouvoir aux gens, de comprendre, d'avoir les outils, d'avoir la simplicité pour que eux ensuite puissent faire le choix de dire est-ce que je veux tout faire pour la perf ou je veux
avoir de l'impact écolo, tu vois. Mais ça Donc- faut pédagogie, encore une fois, Donc- surtout si c'est des gens qui investissent pas à la base. Donc max de pédagogie, mais moi Ouais. je pense que mon plus gros impact, il est d'éduquer. Et du coup, il faut choisir ses combats. Tu vois, tu peux pas dire j'éduque et je fais que du green. Donc on éduque et ensuite charge à toi de choisir. Mais effectivement, dans notre gamme, il y a un portefeuille environnement qui Ok. répond à ces critères. Donc moi, je pense que mon impact sociétal, il est pas, j'ai pas un impact environnemental, mais j'ai un impact sociétal d'éduquer et de parler aux gens qui sont délaissés. Et il y a un autre impact, tu me tends la perche, on en avait parlé, on n'en a pas parlé là pendant ce podcast. D'ailleurs, attends, il y a une parenthèse. Bon, je veux parler de l'impact local, je veux qu'on parle un petit peu de Lyon. Ouais. Mais juste avant ça, t'as dit quoi? Je voulais rebondir dessus en fait, tu passais à autre chose. Tu disais que justement faire des webinars, expliquer tout ça. Et là, j'étais en mode putain. Donc là, je dis à tous mes auditeurs, sachez-le que j'ai reçu Thomas le lendemain du Covid. On a fait une première vidéo via mon fonds d'investissement à l'époque, enfin pour qui je travaillais. Et 3 mois plus tard, je reprenais le podcast. Donc, c'est quand même les prémices. Un grand merci. On reboucle la boucle. Et du coup, j'ai déjà oublié Non, la localité. Quel intérêt Lyon? Est-ce que ta femme kiffe? Alors non, toujours pas. Toujours pas. Merci de poser la question, parce que c'est un grand sujet après 5-6 ans à Lyon. Non, donc, au début, il y a des questions purement perso. Tu vois, moi, je suis rentré chez mes parents. J'avais pas de quoi payer un loyer à Paris, plus les investissements dans la boîte. Donc je suis rentré pour ces raisons-là. Mhm. Ensuite, je me suis beaucoup posé la question de dire, on est dans l'univers financier, tu vois. Est-ce que pour travailler avec des banques, c'est pas mieux d'être à Paris? En fait, il s'avère que maintenant, c'est pas du tout limitant. Il y a un peu un sujet comme les Bordelais, tu vois. Genre, je suis lyonnais, je vais montrer que tu peux créer une belle fintech. Ok, vous avez vous deux des équipes de foot de merde. À Lyon. Vas-y, excuse-moi, pardon, Tu continue. verras. Faut viser long terme, tu vois, c'est pareil. Oui. Et dédicace à Alexandre Lacazette, d'ailleurs, s'il écoute ces podcasts. Alors là, sois le bienvenu, cher capitaine Lacazette, cher Et, soldat. Ouais, les générales. Et, Général, voilà, j'avais oublié le mot. Et non, et puis il y a vraiment un sujet de salaire. Tu vois, l'idée pas de payer moins les gens, mais en fait, le coût de la vie étant moins, on voit que recruter des développeurs, recruter des commerciaux, bah, ça coûte moins cher que si on le faisait à Paris. Le coût du loyer, les sollicitations, on est un peu plus focus. Donc j'ai trouvé au fur et à mesure beaucoup d'arguments entrepreneuriaux qui font qu'on est très bien à Lyon. Là, on est 50, donc on commence à sentir que de plus en plus, si on veut recruter des profils, il va falloir avoir un petit bureau parisien. Ok. Mais le cœur Ou du remote, non? Tu pourrais faire. Ouais, ou du remote, mais on le voit. Donc il y a aujourd'hui quelques personnes qui sont en full remote, mais typiquement, tu vois, les équipes marketing... Ah là, je te confirme, il n'y a pas 50 Ouais. personnes un vendredi Non, on après. est hein. vendredi, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent, moi, pour manager et piloter une équipe, j'ai besoin de les avoir proches de moi. Puis même moi, je sais qu'à titre perso, parfois je peux me sentir seul dans le podcast, mais putain, quel plaisir d'enregistrer avec des gens, de voir du monde, etc. Quoi. Quand je suis tout seul à faire mon montage, c'est très très chiant, disons-le. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension, je voulais te poser la question, notamment parce que il y a 7 ans, l'écosystème était vraiment, vraiment à Paris. Tu as une ambition de vouloir, je sais pas si c'est dire développer l'écosystème lyonnais, il y a une dédicace que je peux faire à H7, je sais qu'il y a d'autres boîtes, il y a du Indie, il y a quelques champions entre guillemets lyonnais. Est-ce que tu as l'impression d'être un porte-étendard? Je me dis que pour l'instant, il faut que je me focus sur mon petit placement et que le meilleur porte-étendard, c'est si vraiment c'est un succès, tu vois, et dire, ok, ils sont lyonnais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'est pas énormément d'entrepreneurs dans la tech. À Lyon, donc effectivement, on a nos réseaux, nos groupes WhatsApp, nos soirées. Vous parlez entre vous. Ouais. Donc ça, c'est assez sympa. Tu vois, on est une trentaine dans des groupes. On fait une soirée une fois par mois. Donc il y a les partages d'expérience. On se soude. On aimerait bien être un peu la relève, tu vois, des Jean-Michel Aulas ou des Ginon, où eux, ils ont des groupes aussi d'entrepreneurs un peu plus âgés. Tu vois, donc on espère à notre petit niveau. T'as dit qui l'autre? T'as dit Jean-Michel Aulas ou Ginon, Olivier Ginon, qui est la boîte qui est une grosse fierté lyonnaise, qui est la boîte JL Events, qui est notamment a aidé à organiser tous les Jeux Olympiques, qui fait D'accord, donc c'est de l'événement. Ok. Ouais, donc il y a une grosse c'est boîte eux qui font les d'événements. nuits sonores, j'imagine. Ou... Le Sonore, la Coupe du Monde, les JO. Ah ouais, ok. Donc grosse boîte lyonnaise, tu vois. Et donc bref, il y a tout un réseau d'entrepreneurs comme ça, mais vraiment 2 ou 3 générations dessus. Et donc nous, on espère notre petit niveau être un peu cette relève, mais en tout cas moi, à titre perso, je pense qu'il faut faire très attention au focus. Et donc pour l'instant, j'ai besoin de bien exécuter mon petit placement. Je suis pas encore un entrepreneur à succès de ce point de vue-là, tu vois. Donc je vais exécuter ça et après je pourrai voir comment je peux aider à Lyon.
Tu sens qu'il y a une fierté entre vous, entre 30 entrepreneurs, de vouloir mettre, tu vois, on vient de Lyon et on veut Ah ouais, mettre Lyon en tout sur cas, la moi, map. Il y a ce je truc-là, market beaucoup ça, tu vois. Bah, j'allais dire, dans en les fait, si je te interviews. pose la question, c'est que quand tu fais des posts, t'es en mode, tout se passe pas à Paris, hein. Ah ouais. Et je suis en mode, ah ouais, il kiffe Lyon. Non, mais je pense que c'est important, tu vois. Ok. Même toi qui veux démocratiser l'entrepreneuriat, tu vois, de montrer que Bien tu sûr. peux être n'importe où. Et en tout cas, pour moi, c'est en aucun cas limitant, voire, je t'ai donné pas mal d'arguments, mais il y a aussi l'argument un peu financier ou subvention. Bah, il y a moins de boîtes à Lyon, donc tu es plus facilement identifiable par la BPI ou par des fonds, et donc tu peux être financé un peu plus facilement, quoi. Ça, c'est une vraie chose Ouais, sur les subventions publiques, des choses comme ça, la Oh, BPI. Ouais, les banques, tu vois, on a un accès assez facilité parce qu'on n'est pas 36 000 boîtes en forte croissance dans la tech à Lyon, donc c'est assez facile. Il y a beaucoup de... Tu vois, moi, je fais beaucoup de conférences à Lyon, tu es un peu plus invité. À Paris, je serais un entrepreneur parmi des centaines d'autres, quoi. Oui, bah, tu serais plus dans la masse. Je vais terminer un peu avec mes petites questions. Ouais. Mais qui sont très de tête. En vrai, je regarde depuis tout à l'heure, on n'a pas tout suivi, mais je crois qu'on a vraiment abordé pas mal tous les points qu'on s'était dit. Donc ça, je suis assez fier de moi. Après, en termes de timekeeper, je suis pas bon du tout. Ça fait 1h20, désolé. Moi, je termine rapidement. Allez, question du tac au tac très rapide. Et après, un tout petit peu plus large. Mais sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche au quotidien? 7, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureux? 8, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens, toi, dans ton quotidien, de manière générale? un bon 8, là. Et à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile pour toi? 6, je te dirais. Si demain, tu n'étais pas entrepreneur, tu penses que tu serais quoi? Ou tu bosserais dans quelle branche, dans quel genre Moi, de métier? ma marotte du moment, mais ça changera, ça serait de participer à l'organisation des JO 2030. Ah ouais, t'as été mat. Putain, c'est trop drôle. Tu sais, j'ai changé de t-shirt. Ouais. J'en ai 2 et le deuxième, c'est un t-shirt des JO. Ah, j'adore. Bah, je les ai tous achetés chez Decathlon là, à 15 balles. J'ai fait une razzia. Je vais te poser cette question, je la pose récemment, je l'aime bien. En fait, on va parler un petit peu de l'héritage, de la retransmission. Déjà, c'est quoi la matière que tu aurais aimé avoir, toi, plus jeune, on va dire, allez, max, collège, lycée, quoi. Grand max. Facile, entrepreneuriat. Tu vois, moi j'ai... Ouais, mais sois plus précis dedans, si ça te dérange pas, hein. En gros, C'est quoi l'aspect, tu vois? c'est le fait de faire. Ok. Et pas juste faire un truc théorique qui est faire un exposé sur le Mexique et devoir restituer ça à tes camarades. C'est de réussir à faire un petit projet. Alors j'aime bien le petit mot, donc il faut que j'enlève ce mot. Ouais. Mais faire un projet qui peut être un projet lié à la ville, au village dans lequel tu es, qui peut être un projet initié par d'autres élèves, par des parents d'élèves, tu vois. Mais montrer qu'en fait, tu peux faire bouger les lignes, même à un tout petit niveau. C'est tellement... mais même organiser, je sais pas, une vente de crêpes ou des trucs comme ça, tu vois. C'est tellement valorisant de savoir que tu peux... ouais, tu peux faire des choses. C'est de la créa, quoi. C'est de l'initiation de projet. Ouais, c'est faire. Ok. C'est avoir des cours qui te montrent que tu peux faire, que tout le monde sait faire et que c'est pas réservé. Enfin, t'as pas besoin d'un courage, t'as besoin d'une énergie de dingue, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment important. Bon, tes 2 petits, ils sont très petits, là, on Ouais. peut le dire. Mais quand ils seront un peu moins petits, à 15 ans, ce serait quoi le conseil que tu aurais leur donner pour que eux soient épanouis dans leur vie professionnelle? Je pense que c'est super important d'être curieux, tu vois. Mais c'est pas un trait de caractère, ça, hein, la curiosité. Moi, il y a des choses qui m'intéressent, d'autres qui me font chier, hein. Ouais, mais tu vois, je pense que ça peut... Typiquement, le grand, là, qui a 3 ans, il est dans la période des pourquoi. Il pose 50 000 questions. Et moi, je fais l'effort de répondre et d'essayer de pas dire Tu parce vas que sur c'est comme ça. Google. Tu vois, attends, Tu je demande à tapes plus la ChatGPT réponse. Ouais, et bah tout, oui. pourquoi la Lune elle fait ça et ChatGPT nous répond. Et Et en vrai, t'apprends, je suis sûr. avec j'apprends lui. plein de Bah trucs. oui. Et je pense que du coup, cette curiosité, elle se travaille. Ok. Et ouais, moi, je me rends compte que j'étais pas assez curieux, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais un peu toujours dans mon bobsleigh, quand j'étais au collège, au lycée. Alors que, en fait, ouvre les yeux et je pense que ça peut vraiment leur donner un bagage qui peut les aider, quoi. Toi, à titre perso, si on se reparle dans juste 3 ans, MPP aura, mon petit placement aura 10 ans. J'espère que ça aura toujours le même nom déjà. C'est ça, ce podcast aura tout chamboulé. Je vous le souhaite pas. Ou alors ce sera positif, de toute façon. J'aimerais comprendre en termes de chiffres. Déjà, est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que vous êtes fait racheter? Ça, c'est la première des choses. Je pense que si on arrive à maintenir la mission sans se faire acheter, j'aimerais bien réussir à rester indépendant, bien sûr, tu vois. Ok.
Parce que s'il y a un rachat, tu as peur d'être enfermé par un gros Non, moi je suis financier. pas du tout, je suis beaucoup moins fermé à ce que je l'étais il y a quelques années parce que ce qui est devenu vraiment important, je me rends compte à quel point la mission est grosse, tu vois, et donc il faut s'assurer de réunir toutes les forces dans la bataille. Et si, pour s'assurer que demain il y a 500 000 utilisateurs multiplacement, c'est parce que je suis soutenu par un grand groupe, Il y a pas so be it. Il n'y a vraiment pas de souci. Je te l'ai dit, je suis plus au stade où c'est mon bébé. Moi, je veux avoir de l'impact en disant, ok, lui, ça a été le gars qui a fait que les Français sont comme les Anglo-Saxons maintenant en termes de relation à l'investissement et à l'épargne. Ça serait vraiment le... Quand tu dis anglo-saxon, plutôt US ou d'ailleurs je connais pas du tout, hein, mais même par exemple au UK, ils sont comme ça. En tout cas, il y a un sujet, une relation à l'investissement, à la bourse qui est culturellement beaucoup plus développée qu'en France. Et juste sur le même plan, donc au bout de 10 ans, du coup, donc dans 3 ans, Ouais. vous serez combien? T'aimerais que vous soyez combien? Je sais pas, je pense que ce sera entre 100 et 150. Tu vois, je pense qu'il y a... J'aimerais bien passer le cap des 100. Je me dis que là, on est un groupe de 50 où vraiment, du coup, on est très proche. C'est presque un gros BDE, tu vois. Je pense qu'à 100, t'es dans... Pour moi, c'est presque une nouveauté. Tu vois, je me serais lancé dans une nouvelle boîte. Ouais, c'est T'as presque pas une nouvelle peur de boîte. pas l'aimer, une boîte à 100? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui préfèrent les débuts. Hein. Ouais, c'est une vraie question, mais j'ai envie de tester pour voir, pour pouvoir te répondre dans 3 ans. Et j'ai quand même quelques échos de boîtes à 200, enfin d'entrepreneurs à 200, 300 qui s'amusent Qui encore kiffent pas quand mal. même. Tu vois, donc Ok. je me dis que nous, ça fait 2-3 ans qu'on est autour d'une cinquantaine. Donc découvrir ce nouveau stade, je trouve que ça, en tout cas, ça m'attire. Est-ce que t'es client de ta solution? J'ai 7 comptes. 7 comptes. Ok. Parce que dès qu'on lance un nouveau produit, un nouveau truc, je C'est suis toi le premier qui à fais. tester. Ok. T'as beaucoup d'argent dessus ou Non, alors, Je mais... suis curieux, ouais. Ou est-ce que t'as fait de l'IMO à côté, d'autres choses? Non, bah, j'ai un compte que j'essaie d'alimenter régulièrement, qui est mon compte d'épargne, tu vois, où je mets mes 300 € par mois. Et après, j'ai des comptes plutôt test avec 500 ou 1000 € plutôt pour tester d'un point de vue faire des retours utilisateurs. Et sinon, non, moi, je suis vraiment niveau patrimoine, je suis à plat, quoi. Tout est dans ma boîte. Bah oui. Le seul premier truc, c'est que on vient d'acheter une maison avec ma femme il y a quelques semaines. Tu vois. Donc je me lance. Pas encore emménagé. Je me lance dans l'immobilier, mais pour y vivre en fait, c'est ça. Mais pour y vos vivre, enfants. et parce qu'effectivement, faut diversifier. Mais tu vois, j'ai vraiment, enfin, je suis pas un très bon exemple de diversification parce que dès que j'ai eu tellement de rebondissements qu'il a fallu un peu rallonger, potentiellement Bien réduire le sûr. salaire parfois, tu vois. Donc, Tu t'as mis toutes tes billes dedans, quoi, dans mon petit placement. et les actionnaires m'ont vivement encouragé à remettre les 4 fois qu'on a fait de levée de fonds pour montrer que j'y croyais encore. Donc, T'as jamais fait de cash out? j'ai jamais fait de cash out. Et figure-toi qu'il y a eu une petite opportunité récemment où j'ai demandé. Tu vois, Avec ça fait Sowie 7 ans. Fund ou Non, après Sowie Fund. Ok. Et j'ai demandé est-ce que je peux faire 50 ou 100 000 €, tu vois, pour souffler un petit peu, réduire un peu la pression. Et on m'a dit non. On t'a dit non. On m'a dit non. Ouais. Ça te fait chier, ça, par exemple? Qu'est-ce que t'en penses, toi, si demain t'étais investisseur? C'est pas important de capter une partie de la valeur en 7 ans d'expérience? Moi, je pense que de manière générale, il faut pas être drivé par ses peurs. Et là, en l'occurrence, le potentiel acquéreur d'une partie des parts a eu cette peur de dire, même si c'était même pas 1% de mes parts, tu vois, il va être moins impliqué, alors qu'au final, bah, c'est facile à être dans la position, mais en fait, ça me permettrait de prendre de la hauteur, de me reposer même psychologiquement et d'avoir ce petit reward social de dire j'ai sorti une petite partie des fruits de tout ce travail depuis 7 ans. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un truc contre lequel j'essaierai de me battre. Après, tu peux comprendre ces trucs. Lui, la boîte est bientôt rentable, mais pas encore. Il se dit, je veux garder le mec. Mais c'est pas un truc, en tout cas, en tant que futur investisseur, que je pousserai forcément. Et c'est hyper drôle parce que je trouve qu'en plus, les investisseurs, ça reste des humains et chacun a ses billets, chacun a ses croyances. Donc voilà, choisissez bien vos invests. Non, Ouais. je rigole. C'est pas toujours facile. Dernière question à te poser. Pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, moi, ce podcast, c'est vraiment la plus grosse valeur que je voudrais apporter, c'est aux gens qui hésitent à se lancer. Je pense que c'est la plus grosse barrière. Après, je sais qu'il y a plein de contenus dans ce podcast qui vont permettre à d'autres personnes de débloquer, tu vois, des paliers. J'aimerais comprendre, toi, à refaire, c'est quoi les 3 premières questions que tu te poserais au moment où tu as une idée en tête avant de te dire, OK, je vais aller sur cette idée? C'est encore des questions que je me pose régulièrement, tu vois, parce que si c'est pas pour lancer une nouvelle boîte, c'est pour lancer un nouveau produit, un nouveau truc. Donc, en gros, moi, un nouveau marché. ce que j'applique, c'est vraiment le truc que je fais à chaque fois, c'est il faut un frétillement, il faut valider ce frétillement.
Et effectivement, ça se valide assez vite. Tu vois, c'est 5-10 personnes de ton Ok. entourage que tu appelles, tu fais un petit mail et tout. L'appel, je trouve que c'est bien. Parce que Ok. tu sens un peu L'émotion. plutôt qu'un message sur LinkedIn où moi, on me demande beaucoup de répondre à des questionnaires sur LinkedIn. Mais en fait, appelez-moi, les gars. flemme. Tu vois, tu Ouais, je fais t'auras, si je vais dire Ouais, très ouais, vite je si suis l'idée, d'accord. elle est bonne. Je peux Paul. passer 20 minutes au call avec toi, mais 5 minutes de questionnaire, ça me Je prépare, saoule. Ouais. exactement. Donc, je pense que corroborer cette idée que tu évoques, je pense que c'est vraiment important. Je pense que se poser la question avec soi-même de l'alignement. C'est-à-dire que vraiment, au fond de soi, mais tu gardes la réponse que pour toi. Est-ce que tu le fais pour l'argent? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie de donner du sens? Est-ce que tu as envie de vivre une aventure? Est-ce que tu penses que dans ta carrière, c'est important? Tu vois, donc, C'est ton why, ça? ouais, ton why perso. Tu vois. Et Parce moi, que ça te nourrit en toi. c'est un truc que je me suis jamais posé comme question. Enfin, tu vois, maintenant, oui, mais au début, j'étais toujours dans mon bobsleigh. Tu vois, j'ai foncé. Et je pense que ça peut te permettre de prendre des meilleures décisions, de savoir exactement pourquoi, même si c'est pas toujours facile. Tu vois, au moment où moi, je me lance à 25 ans, je sais pas. Enfin, Oui, je bien sens sûr. le truc, mais Et puis par tu contre, occultes presque ces questions parce que c'est pas facile de trouver des réponses. exactement. Mais donc ceux qui ont un peu d'expérience pro, je pense qu'ils peuvent se poser la question parce qu'ils ont un peu de vécu. Tu vois. C'est plus Ok. dur quand tu sors d'école. Donc ça, c'est la deuxième question que je me poserais. Et moi, mais alors il y a un petit biais, mais la troisième question que je me pose, un truc comme ça, c'est quel style je veux avoir. Tu vois. C'est quoi la patte que je veux mettre derrière cette idée? Parce qu'en gros, l'idée, c'est important, mais je trouve que le comment tu pousses l'idée, tu pousses ton projet, que ça soit en interne avec tes équipes, que ce soit en C'est-à-dire, externe. ça va avec déterminer la- la culture, Exactement. comment tu vas le marketing. Ouais. Ok. Et c'est vraiment important. Ok. C'est la forme, mais je pense que c'est central. C'est drôle parce qu'on parle de tout ça qui est en fait le socle, mais on parle même pas du produit. Ouais, En fait, le comment qui est le produit, c'est une question on s'en fout. Ouais, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on Et- pivote. Et c'est la grosse erreur que j'ai faite dans mes 3 ans, tu vois, à travailler beaucoup le comment je vais me brancher et tout. Ce qui m'a fait perdre du temps, alors que si j'avais été sur c'est quoi la patte, l'ADN de mon petit placement, j'aurais peut-être gagné un peu de temps, ou en tout cas au lancement, Et j'aurais été peut-être- encore plus efficace. Et dis-moi, peut-être été beaucoup plus à l'écoute vu que tu n'avais pas assez réponse à ces questions de comment. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, tu te serais enrichi de ce qu'on te dit sans même t'avoir posé la propre question. C'est ma dernière question promis pour toi. Et tu l'as dit juste avant. On a parlé du why. C'est quoi ton why personnel aujourd'hui? Et c'est la dernière, je te promets. Dis pas de bêtises. Non, mais no mon- pressure. Mon why personnel, moi je crois que j'ai envie d'action. Je vis pour l'action. Tu vois. Et c'est en ce sens que, C'est tellement drôle. même, tu vois, cette semaine qu'on a évoquée où j'ai une deuxième naissance, où j'ai ce plan de licenciement et tout, mais en fait, c'est peut-être là où je me réalise le plus. Tu vois. Et la puissance de ce why, mais c'est vraiment une question que je me pose rarement, tu vois, mais c'est que peu importe pourquoi, tant que tu es dans l'action, je pense que je suis épanoui. Putain, hyper intéressant. Tu fais des sports de haut niveau ou pas? Pas des sports de haut niveau, excuse-moi, des sports extrêmes. Je pensais à ça tout à l'heure. J'allais dire, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sport extrême? Du moins, ton expérience Ouais. par moment. En tout cas, moi je fais des sports d'endurance, je fais beaucoup de ski de rando Ok. ou de vélo, et pour le coup, c'est assez proche. Ok, d'accord. Faut Il y a des moments où faut tu dis être putain, résilient, flemme, ouais. et puis ok. Un grand merci, Thomas. T'as une idée de combien de temps on est à fait là? Non, pas du tout. Mais, enfin, Beau t'as dit 1h30 Ah, là, c'est ça. je te cache pas, donc Ouais. j'ai pris mes aises. Cool. Mais Merci à franchement, toi. merci. J'ai l'impression qu'on a couvert. Dis-moi, tu sais quoi? Moi, je termine avec un grand merde. Déjà, j'espère que t'as pris du plaisir. Ouais, vraiment sympa. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je dis merde aux personnes qui m'écoutent, mais qu'est-ce que toi, t'as envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire, alors encore une fois un biais, mais lancez-vous, que ça soit dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans l'action, faites. Je pense que c'est tellement épanouissant et valorisant de faire que allez-y. Do it. Just do it. Et si vous voulez investir, Ouais. n'hésitez pas à aller sur mon petit placement. Allez, je te fais la pub vu que toi, tu ne le feras pas. Bon, un grand merci. Merci à toute la team là qui m'a super bien accueilli. Ouais. D'ailleurs, t'as double check Ouais. en disant vous l'avez bien accueilli. Ça m'a fait rire. Et merci pour l'accueil à Lyon. Et à très vite pour un nouvel Merci, Yacine, épisode. très sympa. Merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.